Bonjour tout le monde, bienvenue à Choc Éclectique. Cette semaine, je reçois Marie-André Mathieu, qui est une maraîchère elle avait l'entreprise Le Potager Enchanté, qui malheureusement, ils ont arrêté ça il y a quelques années, mais elle en fait encore quand même, c'est encore une maraîchère quand même. Puis, elle est aussi agroéducatrice pour Agricole, donc c'est des activités qui se font dans les écoles qui s'inscrivent au projet. On en parle pendant le podcast, c'est très, très intéressant. Je tiens à mentionner aussi qu'on parle à un moment donné de microbiote et des choses comme ça. Vous allez voir, là, c'est un peu une médecine alternative. Là, je tiens juste à préciser qu'on n'est pas médecin, on parle pour parler. Ne suivez pas ce qu'on vous dit, c'est vraiment juste... on parle pour parler, là, donc prenez pas ça à cœur. Là, si vous n'êtes pas d'accord ou quoi que ce soit, c'est juste comme des mentions de « Ah, j'ai lu une recherche là-dessus », puis c'est tout. Là. Donc, il y a ça. Puis, je voulais aussi mentionner que la caméra principale est un peu hors focus, mais le contenu est très, très intéressant. Puis, on apprend à la connaître, puis c'est une personne très, très attachante, puis c'est le fun à écouter. Donc, c'est un très bon podcast. Ça enregistre déjà. Yeah! Ben, bonjour Marie-André. Salut! Merci d'avoir accepté de venir à Ça mon me fait podcast. vraiment plaisir de jaser avec toi. J'ai vu que tu as plein de notes. Moi, je les ai pas vues. Fait que j'ai pensé t'enligner dans les choses qui vont aller dans tes notes, mais sinon, s'il y a de quoi, tu me diras « Hey, je vais te parler de ça aussi. » Puis on OK, c'est bon. Super. Merci beaucoup d'être là, dans le fond, parce que je trouve ça intéressant de parler de l'agriculture un petit peu. Dans le fond, toi, c'est plus maraîcher un petit peu, mais je pense que tu as touché un peu à tout quand même. Puis ça, c'est un sujet qui touche beaucoup la région, pas, là? Oui, ouais. Une région agricole. Ben oui, c'est ça. Fait que toi, premièrement, je veux savoir, est-ce que tu viens d'ici? Est-ce que tu viens d'Amqui ou de la région? Non, pas du tout. Je suis née à Saint-Léonard, à Montréal. Puis peut-être que c'est là, en fait, que ma passion pour l'agriculture a commencé, étrangement. Parce que à Montréal, mes grands-parents restaient juste en face de chez nous. Okay. C'était des semi-détachés où on vivait. Puis, mais c'était à Saint-Léonard, c'est une communauté italienne. Alors là, les Italiens, eux, tu vois pas ce qu'il y a dans leur cours parce qu'il y a tellement haut de végétation que... Puis pas juste les tomates, en fait. Les aubergines. Oui, les voisins à côté de chez mes grands-parents, quand on était sur le balcon chez mes grands-parents, on pouvait pas savoir ce qu'ils faisaient pousser parce que c'était tellement haut de végétation. C'était un mur de végétation. Okay. Puis en avant de leur terrain, face à la rue, là où la plupart des gens ont de la pelouse puis peut-être un bosquet de cèdre, eux, il y avait un poirier. Ah ouais. Tu sais, ils ont le pouce vert, c'est incroyable. Ils donnaient toujours à mes grands-parents des paniers de légumes. Puis là, ils ont donné à mes grands-parents des pousses, des boutures de vignes. Fait que mon grand-père s'est mis à faire pousser des vignes, des rosiers, des tomates. Tu sais, c'est très contagieux, hein, la passion du jardinage. Ouais. Puis moi, j'ai aidé mon grand-père. Mon activité préférée, c'était quand mon grand-père arrosait le soir, je ramassais les vers de terre qui sortaient de la terre à ce moment-là. Ah ouais. Ouais, fait que je pense vraiment que c'est à ce moment-là que j'ai eu la piqûre pour le jardinage. OK. Ensuite, mes parents sont déménagés à Laval. Et là, c'était des nouvelles constructions, donc un terrain vraiment comme un sol à nu, un peu désertique. Fait qu'on a commencé avec ça. Puis là, tu sais, au début, il n'y a absolument rien. Puis un jour, mes parents, ils ont été achetés dans une pépinière un bleuetier, un framboisier, puis un plant de groseille. Puis moi, je pensais que les petits fruits, ça venait des pays exotiques. Je pensais pas que ça se pouvait faire pousser ça. Puis mes parents, ils n'avaient pas un gros budget, hein, fait que on n'avait pas ils n'achetaient pas de petits fruits à l'épicerie, tu sais. On achetait des pommes, des bananes, des oranges. Okay. Fait que quand j'ai vu qu'on pouvait faire pousser ça, pour moi, ça a été une révélation. Cet été-là, j'étais époustouflée de savoir qu'on pouvait faire pousser des petits fruits dans nos cours comme ça, puis qu'on allait les avoir gratuitement en plus, tu sais. Et puis là, mes parents, quand ils ont vu que j'étais vraiment intéressée par le jardinage, ils m'ont inscrit à Laval, il y a le Centre de la nature. C'est un ancien dépotoir qui a été reconverti en beau parc où est-ce qu'il y a plein de gens qui vont. Il y a même des plans d'eau, des mini-fermes. Puis là, il y avait un jardin communautaire
pour l'été. Fait que là, j'ai participé tout l'été au jardin communautaire. Puis finalement, c'est une passion que j'ai jamais arrêtée. Ah ouais? Donc, dans ma chambre, comme cadeau de fête, je recevais des violettes africaines. J'avais une collection de violettes africaines dans ma chambre de toutes les couleurs. Puis ça fleurissait tout le temps. Je vais juste toucher un petit peu à ton micro, parce que pas le toucher physiquement, mais ici, parce qu'il y a... Ta voix coupe un petit peu. Je vais juste aller arranger ça un petit peu. Ça doit être juste ça ici. Bien, comme ça devrait être pas bien. Bon, fait que, si on peut, il y a de quoi, je te la redirai. OK, c'est bon. Super. Et là, dans le fond, moi, ça m'a déconcentré, le fait que ça coupe. Là, t'étais-tu encore à Saint-Léonard? Ou... Là, j'étais rendue à Laval. À Laval, OK. Ouais, bon, c'est ça. Fait que dans ma vie de jeunesse, fait que je me suis toujours beaucoup intéressée à la nature. J'adorais la nature. Pendant toute ma jeunesse, comme je disais, mes parents n'avaient pas un gros budget. OK. Fait que les vacances, quand on partait en vacances, c'était toujours du camping sauvage parce que c'est une option qui n'est pas trop chère pour une famille qui n'a pas trop d'argent. Surtout dans ce temps-là, le camping, ça coûtait vraiment presque rien. Là. Fait que, tu sais, je passais toutes mes vacances à découvrir la nature, à me baigner dans des lacs, à observer les crapauds dans les bécosses, les oiseaux. J'étais vraiment passionnée par ça. Puis sinon, quand on n'était pas en vacances, bien, je faisais beaucoup de vélo. Okay. Puis je me suis amusée à découvrir toutes les pistes cyclables de Laval. Souvent, une piste cyclable va amener à un endroit un peu plus nature. Dans ce temps-là, Laval, il y avait encore des sections qui étaient un peu plus agricoles. Fait qu'il y avait des beaux coins qu'on pouvait avoir accès par le vélo. Puis la nature, c'est gratuit aussi, hein, souvent. Là. Ça peut devenir payant, mais on peut avoir accès à des beaux petits coins gratuitement. Fait que quand j'ai été rendue à l'étape où on commençait à parler de choix de carrière, j'ai eu bien de la misère à trouver c'était quoi. Tu sais, quand tu es en ville, tu vois pas l'agriculture comme une possibilité de choix de carrière. Là. C'est pas quelque chose qui se présente du tout. Puis... là, je savais que j'aimais beaucoup la nature, mais dans ce temps-là, les métiers en environnement, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Là, on ne nous vantait pas qu'il y avait des perspectives d'avenir là-dedans. Mais j'aimais aussi beaucoup l'être humain. J'étais super intéressée par l'être humain, la psychologie, les relations humaines. Fait que là, on dirait que maintenant, à force de fouiller pendant des années, là, j'ai fouillé vers quoi que je pourrais aller. Il y a comme un lien qui s'est fait entre la nature puis l'humain, c'est l'alimentation. Okay. Ah, ben oui. Puis là, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me disais, c'est vraiment ce qui nous rapproche le plus de la nature, c'est l'alimentation. Parce qu'on mange 3 fois par jour, puis les aliments viennent de la nature. Fait que j'ai décidé d'étudier en nutrition à l'université. Et c'est pas une technique, là, c'est vraiment à l'université. Oui, c'est à l'université que j'ai étudié en nutrition. Puis là, ce qui était intéressant, c'est que j'étais sur le campus d'agriculture. La nutrition était située sur le campus d'agriculture qui était situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, qui est un endroit un peu plus nature de Montréal. Oui. Puis, fait que là, j'avais accès aussi à des cours en agriculture. J'avais le droit de prendre des cours en agriculture en même temps. Des options, un peu. Ben oui, c'est ça, un peu les cours en option, là, mettons. Fait que j'ai suivi des cours de production fruitière, de sciences des plantes, de sciences aussi de la production de laitière, physiologie de la production laitière. J'ai suivi plein de cours parallèles à mes cours de nutrition. Puis, ça a toujours continué à m'attirer. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai rencontré le père de mes filles qui étudiait aussi à l'université, mais en agriculture, en agronomie. OK. Et là, on est revenu. C'est là que je suis arrivée dans la Matapédia. OK. Parce que lui... Il venait d'ici. Il venait d'ici, il reprenait la ferme de ses parents, mais il n'y avait plus d'animaux dessus. Alors, on redémarrer en production laitière, c'est presque impossible. Là. C'est le quota, l'achat des vaches. Ouais, c'est ça. C'est trop cher. Il faut que tu hérites d'une ferme laitière. Tu peux pas acheter... En tout cas... À moins que tu aies déjà une ferme puis tu achètes un quota ou de quoi, mais tu sais, partir de zéro, je pense, c'est... Oui, dans ce temps-là, c'était pas une option. Fait que à moins d'avoir beaucoup de... fait que les petits animaux, ça semblait plus accessible. Fait qu'on a démarré une ferme de production ovine de moutons. OK. Mais l'agriculture étant très difficile, financièrement, ça n'a jamais vraiment été rentable malgré toutes les connaissances, les compétences et le temps qu'on a pu mettre.
C'était fait, tu sais, si on compare, mettons, si on va à l'épicerie, on a accès à de la viande de mouton de Nouvelle-Zélande ou de la viande de mouton du Québec. Mais la viande de mouton de Nouvelle-Zélande, bien, ils ont mis un mouton dans un champ et le mouton a mangé de l'herbe pendant 1 an, il a bu de l'eau, il fallait assurer sa sécurité, mais les frais n'étaient pas si gros que ça. Ici, au Québec, il faut que pendant l'été, on produise toute la nourriture, le foin et le grain que les moutons vont manger en hiver. Et là, pendant l'hiver, il faut aller les nourrir à tous les jours. Il faut s'assurer aussi qu'il y ait accès à de l'eau qui ne gèle pas. Ça prend de l'équipement qui est quand même très dispendieux. Et vu que les moutons ne sont pas dehors en plein air, sont plus souvent malades, plus de vétérinaires, plus... Finalement... Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais dans ce temps-là, à chaque fois qu'on vendait un mouton, on était perdant. Le prix de vente du mouton, parce qu'à l'épicerie, comme les gens ont le choix entre le mouton de Nouvelle-Zélande ou le mouton du Québec, bien, on ne peut pas être beaucoup plus cher que... Il faut toujours que le prix ressemble un peu. Là. Ça ne peut pas être 3 fois le prix d'un mouton qui vient d'ailleurs. Lui, il a juste les frais de transport à payer. Fait que finalement, c'était pas rentable. J'imagine qu'il y a peut-être quelqu'un qui transforme plus sa viande... Puis vraiment... Oui. Mettons, on peut vendre plus directement au client, on va peut-être faire plus d'argent. Mais la transformation peut aider. On l'a essayé. OK. Mais encore, c'est pas dans les habitudes des gens de la Matapédia manger de l'agneau. Là. Mais non, c'est ça. C'est plus un produit de luxe. Puis c'est pas un produit de consommation courante. Ça reste que c'est plus cher que le bœuf. Fait que, parce que l'agneau, c'est littéralement comme du mouton. Oui, c'est ça. Normal. C'est plus jeune. Donc, la viande est plus tendre. Oui, c'est ça. Parce que moi, je sais que je me rappelle que ma mère, elle me disait manger du mouton, ça goûte la laine. OK. J'ai jamais mangé, mais OK. Peut-être. J'imagine que c'est des plus vieux moutons. Là, oui, c'est ça. Puis le mâle, il a plus d'odeur. Puis peut-être que la viande commence à être teintée peut-être par les hormones du mâle avec le temps. Mais quand les agneaux sont jeunes, c'est une très, très bonne viande. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, financièrement, ça marchait pas dans ce temps-là. J'ai pas rencontré beaucoup de monde qui ont réussi à avoir juste un peu de salaire d'une ferme ovine. Là. C'est quasiment plus un sideline pour le faire. En fait, plus pour la passion. Oui, mais il y en a peut-être qui vont être plus débrouillards puis qui vont y arriver, mais nous, dans ce temps-là, on n'est pas arrivé. OK. Puis, mais dans ce temps-là, j'ai quand même fait un gros jardin pour nourrir, en tout cas en partie la famille, une partie de l'année. Puis à chaque année, mon jardin augmentait. Puis je plantais des arbres fruitiers parce que j'ai jamais arrêté. Ah, il y a quelque chose d'important que j'ai pas dit. Ah, vas-y. La première fois que je suis arrivée dans Matapédia, pour moi, c'était un paradis. OK. Parce que quand tu viens de Laval puis que tu veux aller cueillir des pommes ou des fruits, il faut que tu ailles dans une fraisière, il faut que tu ailles dans un verger. Quand tu veux faire de la raquette, il faut que tu payes un droit de passage à quelque part pour aller faire de la raquette. Puis tout est un peu loin, il faut que tu prennes l'auto. Puis là, je suis arrivée dans la Matapédia, puis là, j'ai fait « Wow! » Il y a des petites fraises qui poussent dans le champ à terre, puis c'est gratuit. Ben oui. C'est long, là. C'est long à récolter. Mais c'était gratuit. Il y a des bleuets qui poussent, des bleuets sauvages qui sont gratuits. Il y a des têtes de violon. On peut aller aux noisettes. On peut aller pêcher dans le ruisseau des petites truites. Tu sais, comme... Puis là, on peut faire de la raquette drette en sortant de chez nous. Là. Pas besoin de prendre l'auto, faire une demi-heure de route, payer un droit d'accès. Là, pour moi, là, c'était comme vraiment un paradis. Moi, c'est comme si je m'étais rendu compte que ici, je pouvais faire mes racines. Comme si, en ville, le béton est partout et on ne peut pas s'enraciner. Non, c'est ça. Mais dans la Matapédia, c'est une belle terre fertile, puis là, on peut s'enraciner, puis tout faisait du sens. Toutes mes passions que j'avais depuis que j'étais petite, puis les possibilités sont infinies. Là. Dans un terrain ici, tu peux planter des choses. Ben oui. Parce que tu n'es pas confiné à une toute petite cour. Là. Ben, moi, j'avais accès à avec grand. Une ferme. C'est ça, terrain, fait que je pouvais rêver grand. Ben fait que moi, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Okay. Ensuite, j'ai commencé à travailler au Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. Là, c'était un changement de cap, on pourrait dire. Oui. J'étais agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse. OK. Ça, c'est... le gouvernement, à un moment donné, s'est rendu compte que la stabilité économique du Québec puis des régions, ça ne dépendait pas des grosses entreprises qui arrivaient puis qui formaient 300 emplois. Non, c'est ça. Ça venait vraiment des PME. C'est beaucoup plus stable d'avoir plusieurs petites
moyenne entreprise que d'avoir une grosse entreprise qui fait plein d'emplois, puis à un moment donné, ferme. Oui, puis là, comme... Exactement. Ça ferme une région. Là. Puis il s'est rendu compte que pour que les gens aient envie de démarrer des petites ou moyennes entreprises, c'était vraiment une culture entrepreneuriale. Et ça démarre jeune. Fait que c'était comme à l'école que ça commençait. Fait que les gens qui étaient engagés, comme moi, partout à travers le Québec, notre rôle, c'était d'aider les enseignants à faire des petits projets où les jeunes étaient comme des entrepreneurs. OK. Fait qu'au lieu de dire aux jeunes, on fait une pièce de théâtre, voici les rôles, voici le texte, voici les billets à vendre, puis on va le faire à telle place, puis voici les costumes. Bien, l'enseignant laissait un peu plus de choix aux élèves, où les élèves disaient, bien, on voudrait faire une pièce de théâtre sur ce sujet-là, on voudrait le faire à tel endroit, on va téléphoner pour avoir l'accès à la salle, on va faire les billets, on va... Tu sais, un peu comme si c'était leur projet à eux, comme une petite entreprise. Fait que c'est pas nécessairement de vendre quelque chose qu'ils fabriquent, même si ça peut être ça, mais ça pouvait être juste de gérer un projet en prenant des décisions. Fait que j'ai travaillé là-dedans, puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, beaucoup le contact avec les enfants, ce que j'avais pas deviné avant. Okay. Ça m'intimidait un peu, mais là, j'ai découvert que d'être avec des enfants dans un milieu scolaire, c'est vraiment le fun. C'était très riche, en fait. OK. D'ailleurs, j'ai eu 4 enfants au cours de ma vie. Oui, c'est ça. Fait que... Ben ça, mais en plus, t'en avais, mais ça t'a pas nécessairement allumé tout de suite, parce que c'est les tiens, c'est pas pareil. Oui, exactement. Quand c'est les nôtres, c'est moins intimidant que d'être devant une classe de 25 élèves. Quand c'est des mini-toits, c'est plus facile à gérer quand c'est des mini-autres. Oui, c'est ça. Ouais. Puis ensuite, après, je m'étais, au travers de ces années-là, je me suis séparée avec le père de mes filles. Puis... Après quelques années, j'ai rencontré mon Pancho, l'amour de ma vie, le grand amour. Et là, lui, il m'a suivi, il est venu me rejoindre dans la Matapédia. Oui, parce qu'il vient... De Mont-Laurier. Oui, ça, c'est ça, on faisait le même travail, moi puis lui, puis on s'est rencontrés à travers le travail. Alors, il a accepté de venir, mais là, lui, il cherchait un emploi par ici. Puis, on cherchait une maison aussi, parce que là, à ce moment-là, j'étais en location. Mm-hmm. Et là, c'est là que la vie... là, ça, c'est une histoire incroyable. Ça prendrait vraiment beaucoup de temps à la compter, mais disons le soir, on a écrit sur un bout de papier ce qu'on cherchait. Puis le lendemain matin, c'est apparu dans mon fil de courriel, ferme à vendre. Ouais, tout est écrit. La ferme à Davy. La ferme à Davy, Marie-Jo. Tout ce qu'on avait écrit sur le papier, on n'avait pas écrit qu'on cherchait une ferme. On avait écrit qu'on cherchait... une maison avec un terrain pour faire un grand jardin, avec un ruisseau, avec 3 chambres, avec, tu sais, on avait écrit entre Amqui et Sainte-Florence, on avait tout détaillé ce qu'on voulait et tout était sur Facebook. OK. Fait que là, on n'a pas le choix d'aller voir, mais on s'attendait pas à ça. C'était pas comme un choix de dire on veut partir une ferme maraîchère. Ça nous est vraiment tombé dessus comme un gros destin, là, un gros morceau du destin. Et là, on a repris plutôt la ferme de Davy Marie-Jo, qu'on a changé un petit peu le titre pour le potager enchanté. Oui. Et c'était une ferme de paniers de légumes biologiques. Puis avec les années, le marché public est apparu aussi. On a commencé à faire... je pense que j'étais un petit peu derrière ça aussi, je pense. Oui, c'est ça. Pancho s'est beaucoup impliqué pour former le marché public. Excusez. Je le sentais venir depuis tantôt. Là, je vais essayer de trouver un temps pour la laisser sortir. Moi, ça, c'est beaucoup impliqué pour faire partir le marché public, parce que c'est quand même populaire dans les régions, les marchés publics. Oui, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Puis ça complète comme les paniers. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est comme un abonnement. Fait que les gens s'abonnent et à chaque semaine, ils vont recevoir ce qui est prêt dans le jardin. Ça soutient, c'est l'agriculture soutenue par la communauté, fait que ça soutient le maraîcher, parce que le maraîcher est certain de vendre à chaque semaine, d'avoir un revenu qui va lui permettre d'écouler ce qui est prêt, parce que on contrôle pas tout. En agriculture, la météo joue beaucoup. Là. C'est impossible, même si tu es super assidu, de semer à la bonne date, de bien désherber. Mais s'il fait très chaud, les légumes peuvent être prêts 2 semaines en avance. S'il fait très froid, ils peuvent être prêts 4 semaines plus tard. Fait qu'il y a pas... On peut pas tout contrôler. Fait que les gens qui prennent un panier,
c'est des gens qui nous soutiennent parce que si cette semaine, c'est les brocolis qui sont prêts, puis les carottes, puis les patates, ben ils vont prendre ça. Puis si la semaine d'après, c'est des haricots, mais il faut adapter un petit peu le menu. Il faut dire, OK, ben... En même temps, ça permet aux gens aussi de découvrir aussi des fruits et des légumes parce que, exactement. Moi, je n'ai eu cet été. C'est la première fois que j'avais des paniers de légumes parce que je n'étais pas dans le coin avant. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous en acheter. Mais c'est ça. Puis, tu sais, même si tu te retrouves avec des légumes, qu'est-ce que je fais avec ça? Comme ça, j'avais pas cuisiné souvent non plus de la courge. Là, cet été, il m'en a apporté une. Il m'a apporté un potimarron. Puis ça a été la meilleure soupe que j'ai mangée de ma vie. Là. Vraiment. Oui, c'est ça exactement. Parce que en agriculture biologique, ben, nous, c'était vraiment notre mindset que plus on produit diversifié, puis plus qu'on a de chance que peu importe ce qui se passe avec la météo, les insectes, plus qu'il y a de chance d'avoir... Un qui va être plus résistant, l'autre... On va avoir toujours quelque chose à manger. Oui, c'est ça. Ça marchait vraiment bien, mais vraiment bien. Là. J'imagine qu'en serre, vous avez plus de contrôle un peu, j'imagine. Mais il y a quand même des maladies. En serre, la différence, c'est qu'on joue un peu à Dieu. Mais c'est un gros rôle. Tu contrôles un peu plus l'arrosage. Mais tu sais, disons qu'on va chercher plus de chaleur en serre. Fait que pour nous, tu sais, à Cause Abscale, on est même en hauteur, ça aide. Là, on va gagner un mois de culture, ce qui fait une grosse différence pour plusieurs sortes de légumes, les tomates, on étire un peu la saison, les concombres, les poivrons. Ça fait une grosse différence. C'est en plus de plus en altitude mais un petit peu. C'est beaucoup plus de travail. Vers Albertville un petit peu. Encore techniquement à Cause Abscale, je pense. Oui, on est à Cause Abscale, mais on est plus haut que le village. Fait que cet automne, à un moment donné, il y avait de la neige chez nous, mais quand on descendait au village pendant plusieurs semaines de temps, là, on descendait, eux autres, il n'y avait pas de neige, puis nous, on avait de la neige chez nous. Fait qu'il y a vraiment une différence. Là. Fait que la serre, je m'en priverais pas. Là. C'est un grand terrain de jeu extraordinaire. Fait que c'est beaucoup de travail, par exemple, parce que on veut recréer le plus possible la nature. Fait que la biodiversité est encore là. C'est vraiment, vraiment important. Oui, parce qu'il n'y a pas des aliments... en fait, que tu fais pousser des choses faut que tu peux faire pousser ensemble pour que ça... Je sais pas trop, le compagnonnage. Le compagnonnage, c'est ça, je cherchais le terme. Là, mais c'est ça. Je sais pas si vous pratiquez ça un peu ou... Ben, c'est beaucoup... Complexe, on le pratique beaucoup dans le sens... où moi, j'ai fait dans les dernières années un cours en permaculture. Le cours de PDC en permaculture avec Wen Roland. Et c'est que quand tu fais un aménagement ou un plan de jardin, un aménagement de cours ou quoi que ce soit, c'est bien de réfléchir aux besoins de chaque plante. Puis des plantes qui vont être des bons compagnons, des légumes qui vont être bien un à côté de l'autre, bien, ça va dépendre. Est-ce qu'ils ont besoin du même type de terrain, du même sorte de sol, des mêmes soins? S'il y a deux plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau puis tu les mets une à côté de l'autre, bien, tu vas les arroser les deux en même temps. S'il y a une plante qui a un parfum très prononcé, on va dire, je sais pas, mettons le thym ou il y a beaucoup de fines herbes qui ont un bon parfum et que tes carottes sont sensibles à la mouche de la carotte, mais la mouche de la carotte, elle repère sa proie, parce que la carotte, c'est la proie de la mouche de la carotte. Elle repère à l'odeur. Tu sais, une mouche de la carotte, ça mange des carottes et comment ça les trouve? Ben, c'est au parfum. Mais si on plante les fines herbes proches des carottes, ben là, on vient de mélanger les parfums. Là, ça va sentir peut-être plus le thym, peut-être plus... Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça, pour moi, le compagnonnage, c'est de regarder comment les plantes peuvent s'entraider quand elles sont une à côté de l'autre. Est-ce qu'il y en a une qui a besoin... Ben, le plus bel exemple, c'est les 3 sœurs que les Premières Nations faisaient. Les Premières Nations, les Iroquois, cultivaient ensemble le maïs, la courge et l'haricot. Pourquoi? Parce que le maïs pousse très vite et très grand. Le haricot pouvait grimper après, il s'accrochait. Le haricot grimpant s'accrochait après le maïs pour grimper. Le haricot fixe l'azote de l'air, donc rend le sol à long terme plus fertile, ce qui aide le maïs à pousser. Et la courge, ça fertilise le sol pour le maïs, la courge. La courge rampe au sol, donc elle crée de l'ombre et elle empêche les mauvaises herbes de pousser. Fait qu'elle s'occupe comme de gérer les mauvaises herbes puis l'humidité du sol pour que le maïs puis les haricots aient la paix pour avoir assez d'humidité et pas trop de mauvaises herbes qui les compétitionnent. Fait que les 3 ensemble s'entraident. C'est ça le compagnonnage, c'est d'avoir des plantes qui vont se donner un coup de main les unes aux autres. Oui, parce que ça, j'ai déjà entendu parler des affaires comme que selon les nutriments dans le sol, qu'il y en a un qui va chercher plus ça, l'autre ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça.
Exactement. Un peu, oui, oui, c'est ça. La nature n'aime pas la monoculture en général. Ouais. C'est sûr que quand on imite, c'est beaucoup ça la permaculture, c'est beaucoup d'observer les patterns qu'il y a dans la nature, d'observer comment la nature organise les choses pour que ça soit durable, équilibré, puis de répéter ces concepts-là, mais avec les plantes qu'on choisit. Fait que si je vois que dans la nature, il y a une talle de bleuets sauvages, ça veut dire que les bleuets, ils peuvent être quand même bien à pousser en petites colonies. Eux autres, c'est une petite forme de monoculture, on va dire. Fait qu'ils seraient bien comme ça. Fait que je pourrais avoir un petit jardin de bleuets. Ça demande un sol acide. Fait que de toute façon, créer un sol qui est acide, c'est une condition différente que le jardin de légumes. Mais oui. Fait que ça serait pas une super bonne idée d'avoir juste un plant de bleuets au travers de mon jardin de carottes, d'haricots. Ouais. Mais si je vois que dans la nature, sur ma terre, naturellement, il y a des pommiers qui poussent. Mais les pommiers ne poussent pas en colonie. Ils poussent éparpillés. Okay. Ça veut dire que c'est un arbre qui aime ça plus être pas nécessairement en monoculture de pommiers. Fait que lui, si je le plante sur mon terrain, je vais le planter plus avec des plantes au sol qui tolèrent la mi-ombre. Je vais le planter peut-être avec de la ciboulette, des asperges à son pied qu'eux autres vont... peut-être des groseilles qui tolèrent d'être en dessous de l'ombre du pommier, mais qui vont empêcher comme le foin de lui faire trop de compétition. En tout cas, il y a comme plein de notions à savoir par rapport au sol. Il y a certains sols qui préfèrent qu'il y ait des champignons qui s'installent dans le sol, un sol mycorhizien. Tandis qu'un champ de foin, c'est plus bactérien, c'est plus un équilibre de bactéries qui se produisent là. Fait que les arbres vont préférer que ça soit un sol mycorhizien. Fait que si on installe des plantes vivaces comme la ciboulette, bien, ça va l'aider à être mieux. OK. Fait que c'est comme, OK, parce que la ciboulette, c'est quoi? C'est comme un... C'est une plante vivace dans la famille des oignons, mais ça vit d'année en année. Parce que vu que tu parlais comme des champignons et de mycorhiziens, je pensais que la ciboulette était dans ce principe-là, mais pas vraiment. La ciboulette, c'est une plante vivace qui préfère avoir un sol, comme la plupart des plantes vivaces, un sol qui est mycorhizien. OK. Bon. Là, mon cours de permaculture, ça fait déjà quelques années que j'ai suivi. Bon. Mais je trouve la chose importante à retenir, c'est que les champignons, quand on parle de champignons, on a souvent l'idée dans notre tête d'un champignon blanc à l'épicerie. Là. Et quand que les gens voient les champignons sur leur terrain, ils disent « Ah non, il faut que je mette du fongicide. » Mais non. Moi, quand je vois des champignons pousser dans mon jardin ou dans mon aménagement d'arbres fruitiers, je suis super contente parce que ça veut dire que la partie qu'on voit qui dépasse du sol, c'est un peu le fruit. C'est comme si c'était une fraise, on va dire. Le vrai champignon qui est vivant, il est sous la terre. C'est un gros réseau, comme on va dire, de racines, mais qui retiennent l'eau comme une éponge. Fait que plus qu'on a de champignons dans le sol, plus que le sol est capable de retenir l'eau longtemps. Fait que s'il pleut une fois, puis après ça, tu as 3 semaines de sécheresse, bien, si tu as des champignons dans ton sol, tes plantes vont être mieux. Ils vont moins souffrir de la sécheresse. En tout cas. Fait que c'est... un beau détour pour parler de compagnonnage, mais plus tu connais tes plantes, chacune, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses préférences, plus que tu vas être capable de bien les agencer entre elles pour voir comment qui sont bien, puis de faire des tests, dire « Ah, ça serait peut-être bon », puis comme moi, dans les dernières années, je me suis amusée, j'avais semé des graines, des fruits d'asperges pour faire des petits plants d'asperges. Et un bébé asperge... C'est très, très petit, là. Puis ça prend 3 ans avant que tu puisses commencer à faire ta première récolte. Fait que t'en as pour 3 ans à désherber. Fait qu'au lieu de dire, bien, pendant 3 ans, je vais mettre comme du paillis puis je vais désherber, bien, j'ai planté des fraises au pied des asperges, au pied de mes bébés asperges. Fait que pendant 3 ans, j'ai récolté des fraises avant de récolter mes premières asperges. Ah ouais? Ouais. Mais l'enfant, il poussait un petit peu pareil au travers. Oui, c'est ça, parce que les fraises, ça pousse pas très haut, ça fait pas d'ombre, fait que les bébés asperges, ils étaient très bien. Puis même les fraises, tu pourrais me dire, ben les fraises, la première année, ça produit pas non plus. T'as raison, fait que là, j'ai planté des légumes la première année. Fait que, tu sais, pendant 3 ans, j'ai eu des récoltes à chaque année pour finalement, après ça, avoir un beau rang d'asperges. Fait que c'est des tests qu'on peut faire quand on connaît les besoins des plantes, puis... on peut tellement s'amuser dans un jardin, là, c'est vraiment infini. Là, étant donné que vous avez quand même beaucoup de variétés, il faut vraiment vous...
c'est quoi les traitements pour le... Y a-t-il des traitements que vous faites pour le sol? C'est quoi que vous mettez? Mettons, c'est-tu un peu égal partout? Mettez-vous du fumier partout? Ben non, vous mettez... ça, c'est ces plantes-là, on va mettre telle affaire. Les autres, on met telle affaire. Parce que, comme on disait, les pH sont différents, les besoins sont différents en nutriments. Fait que j'imagine que c'est complexe. Ce qui m'a beaucoup attiré à faire le cours de permaculture, là, c'était que, en tout cas, ce qui était vendu pour la permaculture au début, quand j'ai commencé à faire mes lectures, c'est que la permaculture, c'est beaucoup moins de travail que des jardins de plantes annuelles. OK. C'est parce que le concept, c'est que plus... OK, on va imaginer une forêt. Si tu vas dans une forêt, tu vas voir que c'est luxuriant. Il y a une abondance de choses qui est produite. Une abondance de bois, une abondance de gibier, une abondance... Puis là, ça grandit à chaque année. La forêt a de plus en plus de potentiel. Il y a de plus en plus de bois, de plus en plus de feuilles, de plus en plus d'animaux qui vivent là. Mais pourtant, il n'y a personne qui laboure, il n'y a personne qui désherbe, il n'y a personne qui va mettre des pesticides, des fongicides. Il n'y a personne qui met de l'engrais, tu sais. Pas de compost. Une forêt, c'est comme autonome. Ouais. Une jeune forêt, c'est ce qui va produire le plus, on va dire, d'aliments, même si c'est pas tout le temps nous qui peut avoir accès. Là. Des fois, c'est les animaux qui ont accès, puis nous, on a accès aux animaux. Mais c'est ça qui est le plus productif, même si personne ne met d'énergie. Fait que le concept de la permaculture, c'est de dire, si tu respectes les règles de la nature que tu peux observer quand tu vas dans la nature, si tu les respectes, si tu les appliques dans ta façon de jardiner, tu as de moins en moins de travail à faire, de moins en moins d'intervention à faire. Ah, OK. Si tu plantes les bonnes plantes à la bonne place, une plante qui aime le soleil au soleil, une plante qui aime l'ombre à l'ombre, il faut connaître les besoins des plantes que tu veux planter. OK. Fait que, tu sais, ça, on pourrait en parler vraiment longtemps de permaculture, mais tu sais, comme une des règles de base, c'est ne jamais laisser le sol à nu. OK. La nature ne laisse jamais le sol à nu. Si tu vas te promener dans la nature, les seules places où tu vas voir le sol à nu, c'est là où la nature travaille pour le garder à nu. Un volcan, où est-ce qu'il y a énormément d'énergie qui est mise pour que la lave chaude dénude le sol. Ouais. Le bord d'une plage, où est-ce que les vagues, l'énergie des vagues va toujours arracher les plantes qui poussent. À part ça... À part ça, le sol, la nature va toujours travailler pour ramener des plantes dans le sol. Fait que si, en agriculture, on laboure et on laisse un sol nu pendant plusieurs mois, on travaille contre la nature. Il faut travailler beaucoup pour le garder à nu. Il faut désherber. Et là, on se donne une autre tâche. Parce que là, quand le sol est nu, bien, ça s'évapore. L'eau du sol, l'humidité du sol s'évapore. Elle s'en va, C'est la même raison pourquoi on met une laitue dans un sac dans le frigo, parce que sinon, la laitue flétrit. Parce qu'elle perd son humidité, mais le sol perd son humidité. En mettant quelque chose au sol, mettons, on va dire dans mon jardin, je mets du gazon coupé. Bien, je garde l'humidité de mon sol. Fait que j'ai pas besoin d'arroser. Nous, on a eu des étés où est-ce qu'il y a eu 6 semaines de sécheresse, là, tu sais, comme il pleut à peu près pas. Puis on n'arrosait pas. Parce que, à part dans le serre, mais parce que notre sol... Il gardait son humidité à cause qu'on mettait ce qu'on appelle un paillis, mais ça peut être du gazon coupé, de la feuille morte. OK. Puis, dans le fond, vous passez à tondeuse, vous gardez votre... Oui, c'est ça. Exactement. Puis, ce gazon coupé-là, il est digéré par les vers de terre, puis les vers de terre le transforment en compost. Fait que ça devient un compost pour nourrir nos jardins après. OK. Ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Fait que là, on s'enlève... On a le travail de mettre un paillis, mais on s'enlève beaucoup de troubles en faisant ça. OK. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est que la nature fait, c'est la diversité. Fait que la même chose. Plus qu'on diversifie, moins qu'on a de... On devient moins efficace par type de plante qu'on récolte. Fait que quelqu'un qui dit qu'il fait juste de la carotte va être très, très, très efficace pour récolter un nombre de carottes au mètre carré. Mais quelqu'un qui fait de la permaculture, qui cultive plusieurs plantes différentes, dans un espace donné, va produire plus de calories alimentaires par mètre carré. OK. Oui, mais c'est ça, en respectant les règles de la nature. La diversité, c'est aussi pas juste de mettre des légumes, mais mettre des fleurs qui vont attirer les papillons, les abeilles, les guêpes. Oui, parce que même les insectes ont un... Ils ont un rôle super important à jouer, là, vraiment, vraiment. Là. Nous, il y avait un jardin qu'on avait, puis il était à côté d'un quai de pierre où est-ce qu'il y avait des gros arbres. OK. Puis là, quand Pancho a vu les gros arbres, il dit « Ah, ça fait de l'ombre au jardin, on devrait les couper. » Puis j'ai dit « Non, laisse-les, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les arbres. » Il y a un matin où j'arrivais très, très tôt pour travailler, puis en arrivant dans le jardin, j'ai vu
bon, ce qui m'a semblé 50 oiseaux levés. Ils étaient dans le jardin, puis ils ont levé pour se percher dans les arbres. Ils faisaient leur nid dans les arbres. OK. Mais les oiseaux n'étaient pas en train de manger mes légumes. Ils étaient en train de manger les chenilles qui mangeaient mes légumes. Ben oui, fait que ça... Ça diminue beaucoup les interventions que j'ai à faire pour gérer les insectes. Ouais. Ça va arriver qu'il y ait des insectes qui attaquent les légumes, mais souvent, quand on est dans un endroit diversifié, bien, la nature va répondre, elle va intervenir à notre place. Il y a une fois, je suis arrivée dans mon jardin, j'ai vu la veste jargeau, qui est une mauvaise herbe, qui fait des belles petites fleurs mauves, là. Ouais. Et elle était remplie de pucerons. OK. Puis là, remplie, mais noire de pucerons. Puis là, je me suis dit, ça, c'est une légumineuse. Puis là, dans mon jardin, j'ai d'autres légumineuses, j'ai des gourganes. Fait que probablement que les pucerons vont se reproduire, augmenter en quantité et attaquer mes gourganes. Fait que je savais que c'était l'étape d'après qu'elle arrivait. OK. C'est arrivé. Mais au lieu d'attaquer toutes mes gourganes, ils sont pas fous. C'est comme les lions dans la savane. Quand ils repèrent leur proie, ils n'attaquent pas tout le troupeau en même temps. Ils repèrent l'individu le plus faible, le plus malade. OK. C'est la même chose qui s'est passée. C'était pas toutes mes plantes gourganes qui ont été attaquées. C'était souvent 1 sur 10. Celui qui était plus petit, plus faible, plus chétif, lui, était rempli de pucerons. OK. Puis là, je me suis dit, l'étape d'après, est-ce que c'est que toutes mes plants vont être attaqués, les pucerons vont se reproduire, ils vont tout attaquer, mais avant que ça arrive, les coccinelles sont arrivées. Et les coccinelles ont tout géré. OK, fait qu'ils ont tout mangé. Ils ont mangé les pucerons. OK. Puis ça, c'est un exemple, mais ça m'est arrivé tellement souvent. Tellement souvent. Puis comme je disais, des fois, c'est la première fois qu'il y a un nouvel insecte qui arrive. On va dire qu'il y a un nouvel insecte qui n'était pas indigène du Québec, puis qui est arrivé, puis là, au début, il apparaît à Montréal, puis là, il s'en vient tranquillement, puis là, il arrive ici. Fait que la première année qu'il est ici, je vais nommer la chrysomèle rayée du concombre. OK. Elle mangeait les plantes de concombre, les plantes de courge, les plantes de courgettes. Les plantes de courgettes au complet, toutes les feuilles jusqu'au coton. Ah ouais. Mais j'avais planté de la diversité, j'avais des courgettes jaunes. Mais je sais pas pourquoi elle n'a pas mangé les courgettes jaunes. J'ai quand même eu des courgettes jaunes cette année-là. OK. Fait que tu sais, en semant de la diversité, il y a toujours quelque chose qui marche bien. Ouais. Il y a toujours, en fait, la majorité du jardin va produire. Peu importe que ce soit une année froide, pluvieuse, insecte ou pas. Mais tu sais, les insectes qui sont pas indigènes, dans le fond, comme ça, là, qui arrivent, là, ça a quand même un risque quand même, j'imagine, la ligne là, à long terme. C'est que les premières années qui arrivent, ça donne un gros coup. Là, c'est là qu'on peut voir qu'il y a une catégorie, comme ça m'est arrivé quand la cécidomie du chou-fleur est arrivée chez moi. Okay. Là, j'ai tout perdu ma récolte de chou-fleur au complet. Okay. C'est un insecte qui est vraiment très puissant. Puis sa façon de travailler, c'est assez... ça fait mal au plan beaucoup. Mais on dirait qu'après quelques années, la nature, elle s'adapte. C'est comme si on avait des prédateurs qui n'étaient pas habitués de manger ça. Okay. Puis là, tout à coup, ils se rendent compte que ça se mange, cet insecte-là. Puis là, quand ils voient qu'il y en a abondamment, ils s'essayent. Exactement. Fait que là, il y a comme un équilibre qui se fait. Tu sais, la même chose que les chevreuils qui n'ont jamais mangé de pommes ou de carottes. Si tu leur donnes des pommes, des carottes, ils ne sont pas habitués, ils ne vont pas manger. Mais ceux qui ont été habitués, qui est arrivé des périodes qui avaient faim, qui avaient accès à des pommes, là, tout à coup, ils se sont mis à en manger. Puis l'année d'après, si tu mets des pommes, ça va les attirer. Ouais. Fait que c'est la même chose. Il y a comme la nature s'adapte avec qu'est-ce qui se présente. Puis je voulais aussi qu'on parle un peu de la berce. Pendant qu'on parle d'espèces qui sont... Ça, c'est super intéressant. Intéressant. Parce que, tu sais, ici, dans la vallée, on en a beaucoup, là. Tu sais... Même à Saint-Irène, cet été, ils ont fait un ralliement pour arracher de la berce. Puis, dans les champs, ça commence à rentrer dans les champs là, de plus en plus. Là. Fait que, je me demandais, c'est quoi ton opinion là-dessus? Qu'est-ce que c'est à long terme? C'est-tu dévastateur ou ça va peut-être se replacer éventuellement? OK. Je vais vous dire mon avis sur la berce. Là. On s'entend que c'est ton avis, peut-être. Oui. Il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi. Non, c'est ça. J'avais un ami producteur, Richard Favreau, puis sa femme Monique, qui nous ont formés au début quand on a commencé, des gens de Rimouski qu'on aime beaucoup. Puis il nous a dit, la meilleure façon de se débarrasser d'une mauvaise herbe, c'est de lui trouver une utilité. OK. Moi, là, ça m'a marqué cette phrase-là. C'est comme quelqu'un qui a 20 ans d'expérience plus maintenant, là. Puis j'ai toujours gardé ça en tête. On veut pas... comme la permaculture, c'est comme un art martial. C'est que tu utilises l'énergie de ton adversaire pour le faire travailler pour toi, dans ton sens, plutôt que de le combattre tout le temps. Combattre, c'est épuisant. Puis c'est beaucoup de ressources. Puis des fois, tu fais plus de dégâts collatéraux que de nuire à ce que tu veux nuire. OK.
Là, je dis ça parce que la façon de combattre la berce actuellement, c'est de mettre du Roundup, qui est un désherbant qui va nuire beaucoup à la faune. Le Roundup reste longtemps dans le sol. C'est un poison. Fait que là, on empoisonne la nature pour tuer une plante. Tu sais, une plante, ça fait de la photosynthèse, ça fait des fleurs, ça nourrit les pollinisateurs. Tu sais, c'est comme cette plante-là, là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'apprendre à bien la connaître. L'autre technique aussi contre la berce, c'était de l'arracher avec des gants, de mettre ça dans des sacs de plastique qui sont polluants, de mettre ça aux poubelles, encore de la pollution, puis de mettre un grand plastique noir à terre, puis d'enterrer le plastique noir pour espérer qu'elle ne repousse pas. Mais il y en a toujours une graine, parce que ça produit beaucoup de graines qui se ramassent. Puis là, ça recommence, puis là, on va avoir quoi? Des plastiques noirs enterrés partout dans Matapédia. Tu sais, c'est pas une solution durable à long terme. On peut pas s'en aller dans cette direction-là. Il faut aller dans un sens, comme dire, dans 15 ans, 20 ans, où est-ce qu'on va être rendu? Fait qu'il faut apprendre à bien connaître notre ennemi. Fait que la berce, pourquoi elle nous fait de l'irritation sur la peau? C'est son moyen de défense. Chaque plante a un moyen de défense parce que les plantes ne désirent pas être mangées, à part les plantes qui font des fruits, qui veulent que les fruits soient mangés pour reproduire leurs graines. Sinon, ils ne désirent pas être mangés. Fait que toutes les plantes vont avoir une façon ou plusieurs de se défendre. Puis elle, c'est une grosse plante qui pousse vite, qui fait beaucoup de feuillage. Fait que si elle n'avait pas une façon de se défendre, elle se ferait manger au complet. Tu sais, il y a des plantes qui sont poisons. C'est leur façon de se défendre. Mais elle, la berce, sa seule façon de se défendre, c'est que si notre peau touche à sa sève et qu'ensuite notre peau est au soleil, ça nous brûle. C'est son seul moyen de défense. Elle n'en a pas d'autre. C'est une plante comestible de haut en bas, de la racine jusqu'aux fleurs. Oui. Les humains peuvent manger la berce. Et évidemment, quand on l'accueille, il faut faire attention. Bon, personnellement, je ne l'ai pas essayé. J'avoue, j'ai beaucoup de choses à manger chez nous. Je mange déjà beaucoup de mauvaises herbes, beaucoup de plantes. Je ne l'ai pas essayé. Mais j'ai des lapins que je dois nourrir dans ma grange. Mes lapins, ils ne vont pas au soleil. Ils sont en été, là. Ils sont, j'en ai une partie dehors qui sont dans des clapiers mobiles, mais j'en ai une partie qui sont dans la grange, à l'abri des renards et tout. Et eux, ils ont faim. À tous les jours, je dois désherber mon jardin pour nourrir mes lapins. Fait que là, la berce, quand on a une bonne pelle, on arrache la racine, je leur apporte ça, ils mangent ça au complet. Ils mangent la racine, les feuilles et les fleurs. Quand j'essaie une nouvelle plante avec mes lapins, j'y vais toujours doucement. Je veux pas, tu sais, comme les empoisonner. C'est pas toutes les plantes qui sont comestibles par les lapins. Fait que ce que je fais d'habitude avec une nouvelle plante, je l'essaye avec les papas. Parce que les bébés, c'est toujours plus fragile. Fait que les pères, le papa lapin, le mâle, lui, tu sais, il est pas en train d'allaiter, il est pas enceinte. Fait qu'il est plus capable de tolérer s'il y aurait quelque chose, admettons, qui serait poison. Fait que j'y en donne un peu. Si c'est pas bon pour lui, si ça lui a donné mal au ventre, si ça l'a rendu malade, le lendemain, il en mangera pas. Fait que j'en redonne le lendemain. Et là, moi, quand j'ai fait ce test-là, j'ai vu qu'il mangeait tout encore le lendemain. Et le surlendemain, c'était clair qu'il n'y avait aucun problème avec cette plante-là. Comme j'avais lu dans les livres aussi, que c'était comestible pour les humains. Et là, j'en ai donné à tous les lapins, les bébés, les mamans. Et à chaque fois, ils mangent toutes. Puis là, ce qui est facile en plus avec cette plante-là, pour être sûr que, admettons, je veux vraiment pas qu'elle se reproduise, qu'elle fasse des graines sur mon terrain. Bien là, à l'automne, quand les plantes ont gelé, quand il y a eu une bonne gelée qui a tué les fleurs, les plantes, qu'il ne reste pas grand-chose de vert, la berce est encore bien, bien verte parce qu'elle tolère le gel, les premières gelées. Fait que c'est super facile de repérer toutes les plantes qui sont sur le terrain. D'aller les arracher. Moi, à chaque fois, j'ai des gants, des manches longues. Je me suis jamais fait brûler. Non. De toute façon, il faut à la fois être contacté avec la sève et le soleil. Si je me rendais compte que je recevais de la sève sur ma peau, j'irais me laver comme il faut. Là, ça réglerait le problème. Puis fait que chez moi, j'ai pas de berce à cause de ça. Parce qu'à chaque fois que j'en ai eu, j'en ai donné à manger à mes lapins. On est une région agricole. Il y a plein d'animaux qui sont enfermés toute l'année. Probablement des cochons, des vaches à lait. Fait que tu sais, on pourrait-tu, comme plutôt que de mettre du plastique, de la pollution et mettre du Roundup qui tue beaucoup plus que juste la berce, on pourrait-tu juste l'utiliser? Ou faire une entreprise qui transformerait la berce en farine.
parce que c'est une plante comestible, fait qu'on pourrait faire une super farine. OK. Peut-être que, on ne sait pas, peut-être une farine qui serait protéinée. Peut-être. Puis là, on pourrait peut-être faire des bartendes pour les sportifs avec ça. Puis là, ça deviendrait notre marque de commerce dans Matapédia. Non. J'imagine que ça, je sais pas encore parce que c'est... Je sais pas. Ouais, on n'a pas testé les valeurs nutritives de la berce. Mais il y a c'est une ressource. Même dans les... Ça veut dire que même dans les champs pour faire des balles de foin, de faire comme ça, au moins... mettons, surtout ce qu'ils vont ramasser, du trèfle, de faire comme ça, au moins, j'imagine que la berce, même si ça pousse là, c'est pas dramatique. Là. Je dirais, je vois pas comment ça pourrait empoisonner les animaux. Parce que, une fois séché en plus, parce que souvent, ils font sécher avant. Oui. Là, au moins, une fois séché en plus, j'imagine que, même s'ils en mangent, c'est pas dangereux, même s'ils sont au soleil, j'imagine. Là, non, c'est ça. C'est la plus sève, la peau. C'est la sève c'est sa fraîche. peau, mais quand ils en mangent, c'est ça. Fait qu'une vache en liberté dans un champ va pas manger à la berce parce que si elle fait ça, elle va avoir les lèvres qui vont se brûler après. Ah, OK. Fait que si elle est libre dans un champ, elle irait pas manger une berce fraîche. OK. Mais c'est une plante que, une fois cuite, séchée, elle a plus le potentiel de blesser. OK. C'est son seul moyen de défense. Ouais. Fait que, ça donne une belle leçon de vie. Fait que là, aussi, c'est un autre principe de permaculture, c'est qu'on a quelque chose en abondance, donc c'est une ressource. Si, de la même façon que si on se dirait, ah mon Dieu, on a des chevreuils qui mangent partout nos headsets, qui viennent manger nos champs, qui viennent manger... Ben c'est une ressource. Fait que pourquoi qu'on chasserait pas, on pourrait ouvrir la chasse pour manger de la viande de chevreuil. Ben oui. C'est des ressources. Il faut juste trouver comment ils peuvent être utiles, de quelle façon ils peuvent être utiles. Ben oui. Ici, est-ce que le dindon sauvage a commencé à ravager des champs? Moi, j'en ai pas vu chez moi, fait que je suis pas au courant pour... Non, parce que je sais que, comme... en tout cas, il y a des régions, surtout, j'imagine, plus en Estrie ou de Commande, qui sont plus proches, parce que les dindons sauvages commencent à s'en venir au Québec. Moi, je l'ai vu à Amkoui, là. Je pense que c'est le printemps passé. En tout cas, dans ma ronde d'autobus le matin, je tourne sur une rue, puis là, je vois des 3 dindons, j'arrête dans le chemin, puis ils passent, puis OK. Mais ça, ils commencent à en avoir un petit peu, mais il y a des places que c'est comme un problématique parce qu'ils vont dans les champs puis ils mangent les graines puis ils mangent tout puis ils ont commencé à permettre la chasse aux dindons comme ouvertement c'est même pas je pense que c'est même pas besoin de permis rien. Fait que si je me demandais si ici ça avait commencé mais je pense que non. Je suis pas au courant de ça. C'est vrai qu'ici aussi il y a plus de boisés là, fait que j'imagine qu'ils sont capables de trouver plus de ressources dans le bois tandis que en ville dans le bois il reste plus grand chose là, fait que ils vont dans les champs puis ils mangent que dans les champs. Oui. Parce qu'à Lévis, je l'ai vu là, souvent, là, on allait se promener en char, là, puis mettons, sur le bord de la 132, là, vers Saint-Augustin, puis tout, là, puis des champs avec un tapon de dindon dedans. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est pas rendu ici. Parce que c'est comme un peu invasif présentement, là, mais on va faire comme... ça aussi, c'est la même chose. À un moment donné, la nature va ramener un équilibre là-dedans. S'il y a plus de dindons, il va y avoir peut-être plus de coyotes, plus de renards. Oui, c'est ça. Parce que je sais qu'il y a le retour du loup aussi, là, qui est tranquillement, qui revient dans le Canada un peu, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup, là, je pense, qu'il n'y avait à peu près plus au Québec. Là. Puis là, ça commence à revenir tranquillement. Il y avait des coyotes, mais il n'y avait pas de loups. Fait que c'est le fun de voir ça, parce que, tu sais, j'imagine qu'on les tuait parce que c'était dangereux dans le bois, puis on voulait pas se faire attaquer, mais... Ils gardent les populations plus en santé, parce qu'ils vont toujours attaquer les individus malades dans toutes les sortes de populations animales. Fait que ça permet aux populations de rester plus en santé. Ça permet aussi à la nature d'être plus en équilibre parce qu'il y a un sentier de randonnée pédestre dans le parc de la Gaspésie. Ernest Fortin, je crois, sur le mont Ernest Fortin. Il y avait des caribous qui n'étaient pas chassés par... Ernest Laforce. Ernest Laforce, oui. Hein? Je me trompe, je pense que j'en mélange deux sortes. Peut-être, mais en tout cas, c'est peut-être que je me trompe aussi. En tout cas, il y a un sentier qui est magnifique. Quand on fait ce sentier-là, c'est un paysage que j'ai jamais vu de ma vie avant. C'est des bouleaux blancs et des 4 temps. Fait que t'as des grands arbres blancs, des grands troncs blancs. Puis au sol, quand je suis allée marcher, c'était les 4 temps qui étaient tous en fruits oranges, des grappes de fruits oranges. C'était magnifique. J'ai jamais vu ça de ma vie avant. Puis c'est à cause que les caribous avaient plus de prédateurs. Fait que là, ils mangeaient toutes les plantes qui poussaient, sauf le bouleau blanc. Manger du papier, c'est pas super intéressant. Fait qu'ils mangent juste toute la repousse. C'est la seule chose qu'ils mangent. Puis le 4 temps, c'est un peu trop bas pour eux. Fait qu'ils l'arrachent pas. T'sais, la façon qu'ils mangent les caribous, c'est plus les plantes plus hautes que ça. Fait qu'il n'y a aucune régénération. C'est comme si quelqu'un désherbait tout sauf les bouleaux blancs et les 4 temps. C'est les caribous qui font ce travail-là.
c'est super beau, sauf que c'est pas une forêt diversifiée puis équilibrée. S'il arrive une maladie qui attaque les bouleaux blancs... En même temps, il n'y a plus beaucoup de caribous, là, fait que... Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, s'il y avait un insecte qui attaquait les bouleaux blancs, mais il n'y aurait juste plus d'arbres, puis la montagne pourrait être dénudée. Fait que, tu sais, ça illustrait un peu comme... qu'est-ce qui peut arriver sur un territoire s'il n'y a plus de prédateurs? C'est que là, il arrive un déséquilibre. Puis là, ce qui pouvait se régénérer avant, puis former une diversité qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus résiliente, s'il arrive des maladies, des problèmes, bien là, ça devient de moins en moins diversifié. OK. Ouais, fait que la diversité, ça revient tout le temps partout. Peu importe de quoi qu'on va parler, on va toujours revenir là-dessus. Là. Oui. Ouais. Puis, je vais revenir un peu à votre ferme. Y a-t-il une raison pourquoi maintenant... je pense qu'on... Je n'avais déjà parlé à Pancho un peu, mais y a-t-il une raison pourquoi vous avez arrêté un peu? J'imagine que c'était beaucoup de travail. J'adorais ça. J'aimais tellement ça, là, les paniers, le marché public. Le marché public, ça nous permettait aussi d'avoir accès aux gens qui, des fois, font déjà un jardin, mais ils n'ont pas de tout dans leur jardin, ou à un moment donné, le jardin il est moins rempli en automne, fait que là, ils venaient nous rencontrer puis acheter des choses. J'aimais toutes les étapes de la ferme maraîchère. Je me voyais vraiment faire ça toute ma vie. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte d'une réalité, c'est qu'on s'épuisait. Si on engageait des employés, là, tout à coup, ça allait mieux. C'était allait mieux, mais là, pour payer les employés, il fallait produire plus. Ouais. Fait que là, il y avait comme une roue qui tournait qu'il fallait toujours produire plus pour embaucher, Fait que finalement, financièrement, on n'arrivait pas. Puis comme on n'avait pas de l'argent pour embaucher les employés, bien, physiquement, on s'est épuisé. Ouais. On a une réalité dans la Matapédia, il y a 90 jours sans gel. Fait que là où, mettons, Jean-Martin Fortier, que beaucoup de gens connaissent, là, qui a écrit un super livre sur la production maraîchère, là où lui, il peut faire 3 récoltes sur un même jardin pendant une saison. Il va faire produire des radis, les récolter, il va produire de la laitue, il va récolter, puis il va faire une dernière récolte à l'automne, je sais pas, de carottes ou... Fait qu'il va faire 3 fois quelque chose qui va rentabiliser son terrain. Nous, on peut le faire juste une fois. OK. Parce qu'on a... Tu sais, beaucoup moins de temps de culture. Oui. La saison est plus courte. Mais ça me demande le même travail de produire des plants de tomates que lui. Il faut quand même que je starte mes graines me coûtent le même prix. Il faut que je les starte quand même tôt en mars chez moi. Il faut que là, quand je les amène en serre, la serre, elle peut geler. Fait qu'il faut que je chauffe ma serre. Fait que j'ai des coûts de plus. J'ai besoin... Tu sais, tout me coûte plus cher pour moins grand de temps de vente. Ça m'a laissé l'impression que si on veut une sécurité alimentaire dans la Matapédia, c'est l'impression que ça m'a donné. Si on veut produire pour qu'on puisse manger sans être dépendant des régions plus au sud ou des États-Unis ou des autres pays, il faudrait que le gouvernement subventionne les producteurs d'ici parce que la compétition est injuste. Ouais. Tu sais, moi, quand j'arrivais finalement avec des tomates sur mon kiosque au marché public, mais ça faisait déjà une semaine que les tomates étaient arrivées chez Maxi puis étaient en spécial. Oui. Parce que là, c'était l'abondance dans le sud. Mais moi, c'était mes tomates de primeur à ce moment-là. Ouais. Il n'y avait aucune façon que je pouvais compétitionner. C'était vraiment très dur. Une chance qu'on avait beaucoup de clients qui étaient très... Il était très fidèle, puis tu sais, ça a fait partie de notre plaisir de faire affaire avec ces gens-là. Puis on produisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de diversité que des fois, il n'y a pas accès à l'épicerie. Et on misait toujours sur la saveur. Fait quand on choisissait des variétés, comme des variétés de tomates, par exemple, à l'épicerie, quand ils vendent des tomates, leur premier critère, est-ce que ça va bien se conserver pour arriver jusque sur la tablette d'épicerie puis être encore beau? Mais oui. Mais moi, mon premier critère de sélection, c'était la saveur. OK. Fait que là, c'est vraiment le fun de fait faire... que les meilleures saveurs, c'est lesquelles? Dans les tomates? Ouais. Il y a tellement de variétés. C'est incroyable. C'est juste nous, on s'est restreint parce qu'à un moment donné, il faut comme... quand on produit les semences, pour garder des semences d'une variété, il faut la reproduire presque à chaque 2-3 ans, cette variété-là. Fait que si on fait 50 sortes, ça devient difficile, mais on a gardé 20 sortes
de variétés anciennes, juste chez nous, dans notre serre. Là. Fait que les tomates noires sont délicieuses, les tomates citrouilles, mais il y a des tomates qui sont tellement anciennes qu'on ne sait pas c'était quoi leur nom à l'origine. C'est bon. Ouais, fait que... moi, je pensais que tu allais me dire, une tomate Roma, genre comme à l'épicerie, mais non, c'est toutes des tomates du freine rose, mais tu sais, faut ceux qui font des jardins et qui ont envie d'avoir du goût, il faut que vous fassiez affaire avec les petits semenciers québécois, le Jardin des Coumènes, Patrice Fortier, la Société des plantes, c'est Yves Gagnon, le Jardin du Grand Portage. Vous lisez la description, puis quand le goût n'est pas mentionné, moi, je ne l'achète pas. Dans la description, s'ils n'ont pas parlé du goût, c'est parce que c'est pas intéressant. Ah ouais? Quand c'est marqué délicieux, saveur parfumée, là, s'ils ont pris la peine d'écrire, c'est que c'est intéressant. Ah ouais. Puis je vais revenir aussi aux serres un petit peu parce que je sais qu'il existe des sortes de serres qui sont comme creusées plus dans la terre pour être plus loin du gel. Oui. Puis pouvoir faire pousser. J'ai même entendu dire du monde qui faisait pousser là-dedans à l'année. Là. Bon, je sais pas à quel point c'est. En tout cas, surtout dans les montagnes, vous autres, dans la vallée en général, à quel point ça serait faisable. Là. Mais pour étirer la saison, est-ce que c'est de quoi que vous avez déjà peut-être pensé ou c'est c'est des rêves qui sont intéressants. Ouais. C'est vraiment des rêves intéressants. T'sais, quand on est passionné de diversité, c'est sûr qu'on rêve de faire pousser quelque chose qui en manque pas gros pour réussir. Par exemple, j'ai 2 arbustes qui m'ont été fournis par Michel Marcheterre, des assiminiers. C'est un arbuste indigène du Canada qui pousse en Ontario. Fait que, tu sais, il est proche d'être capable. C'est comme pas... De Toronto, ils ont de la neige, c'est comme de Noël à mi-février. C'est ça, on parle pas de quoi qui pousse en Caroline du Sud. Non, c'est ça. Il y a quand même un gel à quelque part. Il y a du potentiel, mais pour l'instant, à cause apicale, les hivers sont trop froids pour cet arbuste-là. Il produit un fruit qui goûterait le juicy fruit, la banane, en tout cas. C'est vraiment bon, un gros fruit, là, pas un petit fruit. Fait que dans ma serre, ils poussent super bien, mais je dois les rentrer dans mon caveau à chaque automne. Ils sont en pot. Là, je les mets dans mon caveau à chaque automne, en attendant que peut-être ils produisent. Puis je fais la même chose avec un figuier, un citronnier. J'ai comme plein de petits projets. T'es mets comme en dormance, je sais pas. C'est ça. Exactement. C'est comme c'était l'hiver, ça m'a fait penser à ça. Mais l'hiver dans mon caveau. Ouais, c'est ça. C'est comme l'hiver, mais parce que mon caveau, c'est un endroit noir construit par des Boudreau. Là. Ouais. Puis Marie-Jo, c'est comme sous la terre, fait qu'il est en contact direct avec le sol. Fait que c'est le principe de géothermie. Ça gèle jamais. Ça reste autour de... En ce moment, il est à 4 degrés. C'est très humide. Puis même l'été, ça reste pas mal. L'été, ça va monter à 15. C'est ça. Ben, ça reste frais quand même. Ça reste frais. Quand il fait 40, mais il fait 15. Oui, exactement. Fait que j'aimerais ça pouvoir laisser ces plantes-là s'enraciner comme il faut, puis pas avoir à les rentrer. Sans dire que je produis, mettons, on va dire que je suis capable de récolter des fruits exotiques tout l'hiver et tout ça, là, de récolter des tomates en hiver, juste comme que ça gèle pas. Pour moi, ça serait déjà le fun. Parce que ça serait peut-être une possibilité pour des arbres comme ça. Bien là, notre serre, on a comme isolé le tour de la serre, le bas. Tu sais, la partie où le soleil n'est pas très important. Là. Ce qu'on veut, c'est garder le plus de lumière possible, mais dans le bas de la serre, sur les côtés, il n'y a pas tant de lumière qui rentre là. Fait qu'on a isolé ça avec des cœurs de porte. Puis on s'est rendu compte que l'hiver, quand la neige recouvre pas mal les côtés de la serre, ça fait comme un isolant, ça gèle plus. On a remarqué, parce que l'hiver, on a nos poules puis nos lapins dans la serre. On leur donne de la nourriture, des restes de table, et on se rend compte que les restes de table ne gèlent pas, que la terre reste meuble. Les lapins creusent des trous en profondeur. Fait que là aussi, je me dis, il y a peut-être la géothermie. Il y a peut-être l'air du sol qui parce que tes lapins, ils tombent un peu à l'état sauvage là-dedans, j'imagine. Ils sont en liberté, là, c'est ça. Ils creusent des terriers. Des gros terriers, là, des trappes à hommes. Des fois, on tombe on ne sait pas, puis il y a un tunnel en dessous d'où est-ce qu'on va. On tombe dedans. Fait que c'est un phénomène intéressant. Fait que je me dis, on ne manque peut-être pas gros pour qu'on soit capable d'avoir des serres semi-souterraines qui sont vraiment faciles à utiliser. Et il va y avoir le défi de la lumière, parce que là, au Québec, ceux qui construisent des serres qui veulent qu'ils soient comme productives à l'année ou qui ne gèlent pas, il y a comme un mur qui est pensé, mettons, on va dire l'idéal, là, ça serait que ta partie au nord soit enterrée. On va dire qu'on a une côte. Puis la partie de ta serre qui est au nord est dans le côté de la côte qui est en terre. Puis la partie au sud, là, c'est là que c'est vitré pour avoir du soleil toute l'année.
Mais dans votre cas, je pense que ce serait difficile un petit peu. Je pense que c'est pas nécessairement nord-sud de la côte. Notre côte, elle serait bien placée. Ah ouais? On pourrait s'amuser à l'essayer si on est l'argent un jour, mais je sais que dans la Matapédia, il y en a quelques-uns là, qui sont en train de faire des tests en ce moment. Sans parler des municipalités d'Albertville, Cozapscal qui ont aussi ce projet-là avec des plans d'entrepreneurs et tout. Fait que ça reste à voir, mais au Québec, il y en a qui produisent à l'année. C'est une réalité avec peu d'énergie aussi parce qu'on veut pas comme qu'il y ait full d'énergie qui soit mis là-dedans. Non, c'est ça. Mais ça pourrait être fait avec... Tu sais, il y a beaucoup de plantes. On oublie je pense, le plant de tomate en hiver. Mais il y a beaucoup de plantes qui sont capables de pousser avec moins de lumière puis dans un climat froid. Par exemple, les laitues, les épinards, la roquette. La roquette, c'est super bon pour la santé. Là. Les pak choy, c'est des plantes super bonnes pour la santé. C'est comme la base un peu de l'alimentation, on va dire, santé, là. Les feuillages verts foncés. Fait que ça pourrait être pensable. Puis en plus de garder des arbustes qui, après ça, rendus au printemps, vont pouvoir nous faire des fruits qu'on n'aurait pas dehors, là, comme les citrons, les figues, l'assiminier. Fait que c'est aussi une perspective passionnante. Ça, mais tu sais, comme aussi, là, ce qui est pas bien en ville, ce qu'on commençait à faire un peu à des places, c'est... je sais que c'est moins permaculture et tout, là, c'est moins culture biologique, mais si on parle de production plus vaste un petit peu, ils récupèrent la chaleur des serveurs, des grosses bâtisses de serveurs pour faire des serres à l'année qui sont chauffés par la chaleur résiduelle de ça, parce que ça fait énormément de chaleur. Là. En fait, il y a quelque chose de très permaculture là-dedans. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est de voir qu'il y a quelque chose qui est en abondance. La chaleur qui est produite, c'est une ressource. Puis on utilise cette ressource-là. C'est ça. Fait qu'on la met dans notre système pour que notre système devienne de plus en plus fertile, de plus en plus bon. Fait que oui, c'est ça. De voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources du milieu, le contexte, analyser c'est quoi qu'on a sous la main, puis de faire notre mieux avec ça, c'est une façon de réfléchir qui respecte la permaculture. Ben oui. Puis, c'est que... puis là, je veux qu'on parle agricole. C'est là qu'on était rendu un peu dans notre notre historique, un peu de où est-ce que tu t'en vas, parce que là, après, quand la ferme a terminé un petit peu, je pense que ça a pris une couple d'années avant que entre ça puis agricole. On a ralenti tranquillement la production commerciale de la ferme. Parce que vous n'avez pas arrêté comme de même. Non, on n'a pas arrêté. Parce que j'avais pas envie d'arrêter. Pour moi, ça a été un gros deuil d'arrêter la ferme. J'avais pas envie d'arrêter, mais mon corps, il voulait plus. J'ai comme eu un épuisement professionnel. Mon corps ne voulait plus travailler. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé qui s'accumulaient. Puis là, j'ai compris que c'était pas viable, que c'était pas possible de continuer comme ça. Puis c'est là que j'ai réfléchi, que j'ai compris pourquoi. Tu sais, qu'est-ce qui marchait pas dans notre système, même si on était bien motivé, bien organisé, tu sais. À un moment donné, être super organisé, quand tu es dans un système qui peut pas fonctionner, ça marche pas non plus. Fait que on a fait une transition tranquillement d'arrêter la ferme commerciale et là, ça a été plus l'autonomie alimentaire qui a été conservée. Parce qu'on produit les aliments qu'on a besoin pour notre famille. Comme je disais, j'ai eu 4 enfants. Puis on produit depuis plus de 15 ans tous nos légumes. Une partie de nos fruits, nos légumineuses, notre viande, nos œufs, donc nos protéines. Puis, j'oublie-tu nos fines herbes, une bonne partie de nos plantes médicinales qu'on a besoin. Fait que c'est ça. Fait qu'on a travaillé plus à peaufiner l'autonomie alimentaire. Parce que l'autonomie alimentaire peut aller dans différentes directions. Hein. On pourrait s'amuser à dire le bois de chauffage, la production de champignons, de matériaux de construction. Tu sais, vous autres, les champignons, je pensais que vous en avez pas mal autour sur votre lot. Naturellement, oui. On a appris à reconnaître ceux qui poussaient en abondance facilement chez nous. On pourrait s'amuser éventuellement à en cultiver aussi.
Fait que je me suis beaucoup amusée avec l'autonomie alimentaire. Puis d'ailleurs, quand la pandémie est arrivée, en plein hiver, ils ont dit aux gens, on vous demanderait d'aller le moins souvent possible à l'épicerie, s'il vous plaît, parce que c'est un secteur où les gens peuvent se transmettre la maladie. Ben nous, on s'est dit, on va jouer le jeu, on va arrêter d'aller à l'épicerie, puis on va voir combien de temps qu'on tient avec ce qu'on a comme dans nos réserves. Et après 3 mois, on s'est dit... ça serait le fun de retourner pour acheter des chips. Puis, c'est quand même 3 mois où vous avez rien. Ouais, puis tu sais, ça reste que c'était un peu des gâteries. Là. Après 3 mois, c'était pas comme. C'est pas pour mettre de la bouffe sur la table, c'est plus l'extra. Là. C'est ça, le petit plaisir. Là, mettons, je sais pas si vous consommez du lait. Puis à la maison, les enfants, surtout. Moi, j'étais intolérante aux produits laitiers. Fait que pour les enfants, le lait, fromage. Vous deviez quand même aller au moins chercher du lait. On n'y a pas été du tout pendant 3 mois. Parce que, tu sais, comme le calcium, c'est possible de l'avoir aussi dans les feuillages verts foncés comme le kale, le pak choi, les légumineuses. Fait que tu sais, c'est pas essentiel, les produits laitiers. C'est pour ça aussi qu'ils sont plus dans le guide alimentaire canadien. Là, mais c'est ça. En fait, même que je pense que le même... En tout cas, je dis de quoi de même, là. Peut-être que tu vas me dire que c'est pas vrai, mais je pense même que le calcium s'absorbe mieux par les plantes que par le lait. Selon les lectures que j'aurais faites, oui... Oui, ça serait... Encore là, c'est... Parce que je sais que la nutrition, c'est un peu... c'est de quoi qu'on en apprend tout le temps. tout le temps. C'est pas comme encore une science infuse ou c'est vrai parce que il y a beaucoup de personnes qui disent des affaires qui se contredisent et pourtant, ils ont tous fait des recherches. Là, ils disent pas ça de même pour... il y a des recherches qui se font, mais on apprend que, mettons, telle vitamine s'absorbe mieux en mangeant ça ou avec telle affaire. Fait que là, si tu prends ça, ça cancelle ça. Puis là, c'est comme... fait que, tu sais, les multivitamines que tu prends, là, Adrien Gagnon, c'est pas nécessairement... c'est pas à cause qu'ils sont dedans que tu les absorbes parce qu'il manque d'autres choses pour absorber ça. Puis, exactement. C'est vraiment en constante évolution, la nutrition. Là, moi, ça n'a jamais arrêté de m'intéresser. J'ai toujours continué à lire. À chaque fois, même quand j'ai eu des problèmes de santé, j'ai été beaucoup lire pour comprendre, pour voir. Puis souvent, l'alimentation peut être une façon de régler plusieurs sortes de problèmes de santé. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je sais qu'à long terme, ça n'a pas été prouvé, là, mais tu sais, il y a des gens qui vont être vegan carrément, puis qui sont super en santé. Puis là, présentement, on voit du monde que ça fait plusieurs années qui sont au contraire carnivores. Et pourtant, techniquement, leur ils vont faire un bilan de santé, puis tout est beau. Puis là, tu fais comme, OK, mais là, c'est quoi la meilleure affaire? Fait que là, on découvre des fois que... Je pense que le fait de juste pas manger de produits transformés à la base, c'est déjà... c'est peut-être ça la base. C'est peut-être ça la base, là, parce que... Oui, parce que l'être humain est super adaptable. Hein? Quand tu regardes, moi, j'aime beaucoup, quand je m'intéresse à la nutrition, j'aime beaucoup regarder qu'est-ce qui a été durable. Qu'est-ce qui a permis à un peuple de vivre de façon durable pendant super longtemps. Mais oui, parce que, tu sais, juste les... moi, je regarde beaucoup un gars... j'en regarde beaucoup, un petit peu, là, mais c'est un gars qui était dans... une émission de survie là qu'ils sont fait dropper comme en Alaska là, puis il fallait que c'est lui qui survivait le plus longtemps entre guillemets là, puis il était tout seul dans le bois, puis une fois par semaine il y a quelqu'un qui venait le voir, genre t'es correct, puis il check sa santé, puis OK bye, puis il y a des caméras, puis il se filme là. Le gars genre il était là pendant comme 70 jours 75 jours, puis il tuait un orignal, il ramassait le gras, puis il mangeait le gras pour se faire des réserves, puis il mangeait la viande, puis il mangeait principalement de la viande, puis après ça, lui, il s'est mis à dater une fille, en fait, sa femme, la mère de ses enfants, qu'elle vient comme... c'est comme, je vais dire, comme la Russie, mais c'est pas c'est comme des montagnes, là, c'est comme des... j'ai oublié le nom de la... dans le fond, c'est un peuple qui est indigène de là-bas, puis qu'eux autres, c'est des reines qu'ils ont, là. Puis ils survivent quasiment juste de viande. Ils ont des troupeaux de reines, là, on va dire comme des caribous, mais c'est pas des caribous, là. C'est comme les reines du Père Noël. Puis ils ont des tribus de ça, puis ils ont des troupeaux de ça, puis ils se promènent un petit peu. Là, ils sont jamais à la même place, là, fait qu'ils se promènent, ils sont là un certain temps. Là, les bêtes, ils mangent ce qu'il y a à manger. Après ça, ils s'en vont, ils vont camper ailleurs. Puis là,
puis ils déplacent leur troupeau avec eux autres, puis ils vivent de ça, là, tu sais. Oui, c'est ça. Dans l'histoire des êtres humains, il y a eu des êtres humains qui ont mangé que de la viande dans le Grand Nord, parce que c'était aussi, ça la ressource qu'il y avait. Il y a eu des endroits où ils étaient complètement végétariens. Il y a eu des endroits où ils ont mangé des insectes, comme végétariens ou véganes, végétaliens, sans aucune protéine animale. Puis l'être humain s'adapte à vraiment beaucoup de choses. Là. Même les Irlandais, on m'avait déjà dit que l'être humain pouvait survivre 1 an à manger que de la patate. Pourvu qu'il en mange une crue de temps en temps pour avoir de la vitamine C. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment fou comment qu'on est adaptable. Mais je pense que tu as raison quand tu dis qu'à la base, si on regarde ceux qui sont en santé, d'éviter les aliments transformés, c'est comme une bonne base. Ouais. Parce que, tu sais, juste moi, je suis pas nécessairement un gros buveur de liqueur, mais j'aime ça quand même. Là, moi, je mange de la pizza avec une liqueur. Je suis pas capable de manger des affaires vraiment salées sans boire de quoi sucré. En tout cas, je suis capable, là, mais je veux dire, j'aime pas ça. Là, fait que c'est comme un réflexe naturel. Puis là, bon, c'est en ça que je cheat un petit peu. Là, j'ai comme eu une couple de jours de rechute, mais j'essaie de ne plus en boire, puis d'éviter le sucre, éviter tout. Puis, ça paraît, là. Je veux dire, l'énergie est plus là. On pense que le sucre, ça donne de l'énergie, mais c'est pas vrai tant que ça. Je veux dire, ça dépend. C'est temporaire. Surtout quand t'as. Parce qu'à un moment donné, à longue, tu crées une résistance à l'insuline, si je me trompe pas, ou le contraire. Oui, c'est que si tu manges du sucre, quelque chose de très, très sucré comme une liqueur, mais là, ton taux de sucre augmente super vite dans le sang, puis là, ton corps fait « Oh, wow, là, c'est trop d'un coup. » Le corps, il veut pas que ça monte trop vite, ça peut être dangereux. Fait que là, il va envoyer l'insuline pour qu'elle rebalance. Mais des fois, l'insuline, elle travaille comme trop vite, trop fort, puis là, le taux de sucre baisse trop vite, puis là, c'est là que tu n'as plus d'énergie. Fait qu'une demi-heure après avoir bu ta liqueur, tu te dis « Ah, mon Dieu, je me sens faible, j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée. » Fait que là, c'est là que le corps devient débalancé. Puis à force de faire ça, de toujours envoyer de l'insuline, parce qu'on grignote souvent, on prend une petite gorgée de liqueur, on mange un petit bonbon, une petite barre tente. Ben là, l'insuline, le corps se fatigue, puis là, c'est là qu'on s'en va vers le diabète. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est pas... Faudrait vraiment faire attention. Les sucres naturels qui sont d'un fruit puis d'un légume, c'est vraiment pas la même chose. Non, c'est ça. Ils rentrent plus lentement quand tu croques une pomme. C'est ça. Le sucre de la pomme va être absorbé beaucoup plus lentement parce qu'il est au travers des fibres de la pleure. Fait que ça va être digéré tranquillement. Fait qu'il va y avoir un petit peu de sucre qui va aller dans le sang, qui va fournir une énergie peut-être dans la prochaine heure parce que ça arrive tranquillement, pas vite. Contrairement à un jus de pomme que tu bois puis que d'un coup, le sucre s'en va tout de suite dans ton sang. Puis... C'est ça, parce que même les jus, c'est pas bon non plus tant que ça. Ben, c'est que c'est beaucoup de sucre d'un coup. Oui, il y a peut-être plus de nutriments, mais encore là, les nutriments, je pense, sont plus dans les fibres que dans le jus en tant que tel. Là. Mais en tout cas, mais là, je me prive pas de clémentine. La première fois, j'étais faut même les clémentines. Tout. Mais là, moi, j'étais un gros mangeur de clémentine. J'ai comme là, je veux me prouver de sucre, là, mais non. C'est deux catégories différentes, je pense. Les sucres raffinés puis les sucres de fruits et de légumes. Je pense qu'il faut garder ça. Moi, là, c'est la saison du genre j'ai les lèvres oranges. Moi aussi, j'adore les clémentines. Je pense que j'ai mangé 8 hier soir, là, j'adore ça. Fait que moi, mais moi, c'est ça, j'ai encore de la fatigue, pareil, parce que je pense que je fais de l'apnée du sommeil assez sévère, mais là, j'attends de voir un pneumologue dans le site à ce que je meure, là. Tu vas avoir droit à ma machine, mais que je fais sur mon lit de mort. non, je niaise, là, mais je sais que la liste d'attente est très longue présentement, là. Et les grèves n'aident pas, là, mais... mais en tout cas, c'est pour une bonne raison, quand même. Mais, c'est ça, fait que peut-être que je vais retrouver encore plus d'énergie, là. Mais là, ça me tente de faire une parenthèse, parce que tu m'ouvres la porte puis tu m'as pas mis le timing. Puis là, c'est comme un sujet qui m'a passionné beaucoup dans les dernières années. Il paraît qu'avant la COVID, 90% des recherches scientifiques ont porté sur le microbiote. C'est comme une découverte récente. Tu sais, tu dis en nutrition, ça évolue tout le temps, là. Oui. Ben là, ça qui se font mettre qui prennent du caca, là. Puis... c'est ça. Mais c'est plus... En fait, de base, c'est moins intense que ça. Là, ça, c'est l'exemple intense. Parce que là, il y en a qui sont mis à faire des... En tout cas, aux États-Unis, il y en a qui sont un peu qui craquent là. Puis ils prennent, mettons, des matières fécales d'un, mettons, un jeune de quoi. Puis là, je sais pas trop, ils se mettent ça, puis ils se remettent dans les fesses ou je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi la technique. L'exemple extrême. L'exemple à ne pas faire, là. Les bases de la recherche sur le microbiote, c'est que
On a souvent parlé de la flore bactérienne. Ouais. Tu sais, ça, il y avait un peu de conscience de ça, que dans notre intestin, on a des bactéries. Ouais. Mais pendant longtemps, tout le monde avait peur des bactéries. Puis si on ne pouvait plus de toutes les éliminer par les gels nettoyants, tout ça, on aurait tout éliminé partout, qu'il n'y ait plus aucune bactérie. Ouais. Puis là, ils se sont rendus compte, en fait, que la plupart des bactéries qu'on a dans notre flore intestinale, dans notre intestin, ils sont non seulement positives, mais importantes pour notre santé. Et même cruciales pour notre santé. Ouais. Et là, c'est là que les recherches ont commencé à être à ce niveau-là. C'est que, là, je t'ai dit que je n'étais pas bonne dans les chiffres. Non, c'est correct. Mais les bactéries qu'on a, puis je dis bactéries, mais c'est plus que des bactéries. Ouais. Il y a un mélange d'enzymes, de bactéries, de champignons, c'est toutes sortes, même des virus positifs. Là. C'est comme une diversité. On va dire que c'est une ferme, OK? Et on a une ferme à l'intérieur de nous remplie de toutes sortes d'êtres vivants. Et leur rôle, ils ont évolué avec nous en tant qu'êtres humains depuis hyper longtemps, probablement même avant qu'on soit des êtres humains. C'est des êtres qui ont évolué avec nous et qui ont avantage à ce qu'on reste en vie et en santé. Ils fabriquent, je vais dire un chiffre, là, mais c'est peut-être pas le bon, 90% de l'endorphine que notre corps produit. Okay. L'endorphine, c'est l'hormone du bonheur. Ouais. Fait que ça pourrait arriver, ça c'est un exemple que j'ai lu dans un livre, qu'une personne a un long traitement d'antibiotiques et que là, est en dépression après ça, puis elle a beau aller voir un psychologue, elle a beau faire plein de démarches, puis elle a beau avoir tout ce qu'elle a besoin dans sa vie pour être heureuse. Elle n'est pas heureuse parce qu'elle ne sait pas pourquoi, mais ça se peut que c'est parce que son microbiote a été en grande partie détruit par les antibiotiques. OK. Le microbiote, ils ont découvert, encore une fois, mon chiffre n'est peut-être pas fiable, là, 70% du système immunitaire, c'est ce microbiote-là. C'est la première barrière de défense de notre corps. C'est les premiers... Bon, c'est comme des virus et des bactéries qui attaquent des mauvaises bactéries et des mauvais virus. Ou qui leur laissent pas la place. Ou qui leur laissent pas... Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste qu'ils occupent toute la place, il n'y a pas de place pour ces bactéries-là nocives de s'installer, ces virus-là nocifs de s'installer. Ils font une barrière qui les empêche de pénétrer dans l'intestin et d'aller dans le corps. Fait que là, en fait, les découvertes sont tellement épatantes pour le microbiote dans tellement de domaines. Ils se sont rendus compte que les premiers signes de l'Alzheimer apparaissent dans l'intestin avant d'apparaître au cerveau. OK. Tu sais, là, c'est fou, là, ça va dans tous les domaines. Là. OK. Fait que là, ils se sont dit, OK, bien, comment on fait pour avoir, c'est quoi un bon microbiote? Comment on fait pour en avoir un bon? Puis ils ont comparé des microbiotes de plein de monde partout à travers la planète. Ils se sont rendus compte que les gens qui vivaient le plus en santé le plus longtemps, des gens qui étaient centenaires, il y avait à peu près plus de 300 espèces de bactéries, virus, champignons dans leur microbiote. OK. Puis en moyenne, en Amérique du Nord, mettons, on en aurait 100 en moyenne. Puis une personne qui en a moins, bien, plus moins t'en as, moins t'es en santé. Là, je parle pas de quantité de bactéries, je parle de quantité d'espèces de bactéries. Fait que ça prend de la... Tu sais, je te disais, tout revient à la diversité. Ouais. Ça prend de la diversité pour être en santé. Et là, comment on fait pour avoir un microbiote diversifié? C'est ça là, qu'on veut tout avoir. Là. On se dit, bien, moi, j'aimerais ça, avoir ça pour être en super santé, être super heureuse, être super bonne contre les virus. Fait que là, le truc, c'est de manger diversifié. OK. Parce que chacun de ces êtres-là, on va dire de notre ferme intérieure, se nourrit de choses différentes, mais jamais d'aliments transformés. Okay. Là, quand je dis diversifié, c'est comme des céréales diversifiées, fait que pas juste du blé, du sarrasin, du quinoa, de l'orge, de l'avoine, des légumes diversifiés, topinambour, poireaux, carottes, des petits fruits, c'est super bon pour le microbiote. Les feuillages. Puis là, tu sais, au début, ils en ont découvert quelques-uns. Ils ont dit « Ah, ça, c'est vraiment bon pour le microbiote. » Par exemple, le topinambour, s'il y a un sucre, ça goûte sucré quand on le mange, mais c'est pas un sucre que le corps absorbe. Fait que si quelqu'un est diabétique, il peut manger du topinambour tant qu'il veut, parce que ça va jamais augmenter le sucre sanguin. Mais ce sucre-là est digéré par nos bonnes bactéries. Fait qu'eux autres, ils mangent ça pour se reproduire puis être bien. Puis même dans le lait maternel d'une maman qui allaite, il y a une grosse partie du sucre, là, je me souviens plus c'est quoi le nom. Ça a un nom précis, cette sorte de sucre-là qui est dans le lait maternel, qui goûte sucré, mais qui ne nourrit pas l'enfant. Ça ne va pas être absorbé par l'enfant pour qu'il grandisse, pour qu'il ait de l'énergie. Ça ne sert qu'à nourrir le microbiote. C'est-à-dire à quel point il est important.
c'est pour que l'être humain évolue à faire dans le lait maternel une grosse portion qui va juste à nourrir ça. Fait à la base, les bébés, quand ils naissent, absorbent le microbiote de leur mère par la naissance par voie vaginale, par l'allaitement. C'est comme des façons qui absorbent beaucoup le microbiote de la mère qu'elle va lui transmettre. Et en se mettant tout dans la bouche. Ouais, les bébés là, qui se mettent tout le temps tout dans la bouche, c'est pas pour rien que l'être humain a développé ce réflexe-là. C'est pas pour que les bébés stressent leurs parents parce qu'ils vont s'étouffer avec quelque chose. Non, c'est pour qu'ils développent leur microbiote. D'ailleurs, ils se sont rendus compte que les enfants qui étaient élevés dans des maisons où il y avait beaucoup d'animaux avaient un microbiote plus fort, moins d'allergies. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, sur une ferme, c'est vrai aussi. Pendant la pandémie, ils ont découvert les gens qui vivaient dans des familles qui étaient plus nombreuses, plus de gens qui vivaient dans la maison, ont un microbiote plus diversifié. OK. Et plus tu manges diversifié, plus que ton microbiote est diversifié. Ah. Fait que là, quand on prend des probiotiques, tu sais, admettons, on dit, ben j'ai pas eu le choix, j'ai pris un traitement d'antibiotiques parce que j'avais un problème majeur. Fait que là, je veux refaire mon microbiote. Fait qu'on prend des probiotiques. Je ne veux pas me tromper de nom. Là. Et là, on lit dessus, c'est quoi les bactéries qu'il y a dedans. Fait que s'ils disent qu'il y a 5 milliards, ça ne veut pas dire qu'il y a 5 milliards d'espèces. Ça veut dire qu'il y a 5 milliards de bactéries. Puis là, s'ils disent qu'il y a lactobacillus quelque chose, bifidus quelque chose, ça veut dire qu'il y a 2 sortes de bactéries. Ouais. Fait que là, tu sais, comme on n'est pas aux 300. Ben, c'est mieux que rien, en fait. Ouais. C'est mieux que rien, mais on n'est pas encore aux 300 variétés. Okay. Fait que, tu sais, il faut essayer de trouver les probiotiques qui en contiennent plus. Sinon, on peut manger des fermentations qui vont nous en apporter aussi. OK. Les fermentations. Dans le fond, quand tu fais de la lactofermentation, des choses comme ça. C'est ça. Le choucroute, le kimchi, le kombucha, le yogourt, le kéfir de fruits, kéfir de lait. Dans à peu près, il y a tellement de peuples sur la Terre qui traditionnellement faisaient des fermentations. Tu sais, la choucroute, c'est d'un pays de l'Est. Le kimchi, c'était dans plus les Japonais, je pense, qui faisaient ça. Tu sais, même nous, cornichons à la nette avant, là, c'était pas un mélange qu'on mettait du vinaigre puis du sucre puis dans un stérilisateur. Autrefois, c'était une fermentation de cornichons pour les conserver pendant l'hiver. Fait que là, t'as des vitamines de tes cornichons, mais t'as aussi des bactéries que tu manges avec ça. Fait que là, ça, c'est une façon d'inoculer des nouvelles bactéries à l'intérieur de nous. Et après ça, il faut les nourrir en mangeant diversifié d'aliments de base. Oui. Je sais que c'est toi qui étais vraiment populaire dans les pays scandinaves, la lactofermentation. Oui, c'est ça. Ça permet de conserver les récoltes, mais même d'améliorer certaines vitamines et surtout de continuer à nourrir le microbiote. Puis là, je trouvais ça fascinant parce que je me disais, ça fait des années que je fais pousser une diversité de plantes dans mes jardins. Plus je me rends compte que plus c'est diversifié, plus ça va bien. Ouais. Puis là, j'apprends que le microbiote, plus il est diversifié, plus notre santé est bonne. Puis plus qu'on mange diversifié, puis plus que le microbiote est bon, donc plus on est en santé. Ils se sont rendus compte maintenant que c'est pas juste dans l'intestin qu'on a un microbiote, on a des bactéries, tout ça, un peu partout dans le corps. Ils ont fait des opérations au sein de... C'est pour, mettons, une femme qui avait le cancer du sein, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des bactéries là, qui vivaient en équilibre avec la personne, qu'on en a partout, là, sur la paume de nos mains. Et au même moment, j'apprends qu'en agriculture, même découverte, plus ton sol a un équilibre de bactéries, de champignons et de toutes sortes de choses qui vivent, qui sont bien, qui sont équilibrées, moins tu as de chances que les maladies rentrent. Fait que pour prévenir une maladie fongique qui attaque les racines de tomates, il faut que je m'assure que mon sol soit déjà rempli de bons champignons. Okay. C'est complètement le contraire de dire « je vais mettre un fongicide pour être sûr qu'il n'y a jamais de champignons ». C'est tout le contraire. Je vais être sûr qu'il est bien occupé. Ouais. Et même à la surface des feuilles des plantes, s'il y a un bon équilibre de bactéries, bien, ça les protège contre des maladies qui pourraient arriver puis les attaquer. Fait que là, à ce temps, ils vendent pour les producteurs maraîchers des produits que tu peux asperger sur ton sol ou que tu peux asperger ou que tu peux fabriquer même toi-même. Ouais. C'est comme un mélange de bactéries. Oui, c'est ça. Tu peux prendre du compost, antimicrobien, faire un thé de compost, puis là, tu brasses ça, puis là, tu asperges ça sur tes feuilles de plantes. Puis ça les nourrit, mais en même temps, ça leur donne cette flore-là de bonnes bactéries qui va les protéger. Okay. Fait que, en tout cas, c'est
un domaine absolument fascinant, mais qui nous ramène tout le temps. Parce que, tu sais, les bactéries, puis tout, c'est des affaires que c'est quand même récent dans l'histoire de l'homme. Oui. Qu'on comprend. On savait qu'ils existaient, mais qu'on les comprendre, c'est récent. Oui, puis c'est juste le début des recherches là-dessus. Là. Ce que je dis, c'est juste que j'ai lu quelques livres, suivi quelques formations en ligne, fait que c'est juste le début. Puis l'histoire du caca, de pourquoi les gens faisaient... Ça s'appelle les greffes de sel. C'est qu'il y avait une maladie qui était très difficile à gérer, l'acide difficile. Okay. Ça, l'acide difficile, c'est une bactérie, je pense, là, je dis le bon terme, de ce que j'ai appris, qui est très peu compétitive. Fait que là, peut-être qu'il y en a dans la pièce ici, avec nous deux. Puis peut-être qu'on va se mettre dans la bouche. Mais on va pas être malade. Parce qu'en ce moment, on va bien. Puis elle va être en contact avec notre flore, avec toutes nos autres bactéries, même si on n'en a pas beaucoup de bactéries, même si on n'en a pas 300, elle n'arrivera pas à compétitionner. Oui, à cause qu'il y en a déjà. Parce qu'il y en a déjà. Sauf que le problème, c'est quand tu vas à l'hôpital et que là, tu as un traitement d'antibiotiques. Et là, il y a de l'acide difficile, on va dire, à l'hôpital. Et toi, tu viens de recevoir des antibiotiques qui viennent de tuer ta flore. Tu n'en as plus de bactéries. Et là, elle s'installe. Et un coup qu'elle est installée, là, c'est vraiment dur de s'en débarrasser. Les gens, ils sont malades. C'est vraiment pas drôle d'être malade de l'acide difficile. Là. C'est vraiment pas le fun. Là. Tu te vides des deux bouts. Puis il y a des gens qui ont été malades pendant des semaines. Mais tu sais, il y en a... Mon grand-père est mort de ça. Puis il y a des gens qui sont malades pendant des semaines et des semaines. Puis ils ont beau prendre des nouveaux antibiotiques. Tu sais, ça marche pas. Ils n'arrivent pas à guérir. Et à un moment donné, je sais pas qui a découvert ça le premier, mais si tu prends... Parce que le problème, c'est que tu n'as pas des bonnes bactéries qui occupent l'espace. Fait que la solution, au lieu d'essayer de tuer l'acide difficile, c'est juste de remettre des bonnes bactéries. Fait que par la greffe. Fait que là, tu peux prendre... Fait que je pense que les premières fois que ça s'est fait, c'était vraiment supervision médicale avec des médecins. Fait qu'ils prennent les selles de quelqu'un qui est en santé, puis ils vont mettre ça dans un soluté, puis ils vont envoyer ça par voie anale pour recoloniser l'intestin. Et la personne qui était malade depuis des semaines et des semaines et des semaines, tout à coup, est guérie. Tout à coup, elle va bien. Elle n'est plus sur le bord de mourir. Elle a arrêté de vomir et d'aller aux toilettes à toutes les 5 minutes. C'est incroyable, là, c'est facile comme solution. Puis mon père me disait mon père aimait beaucoup les documentaires sur les animaux et ça fait longtemps qu'il m'a conté ça. Il y avait des documentaires sur les éléphants et quand un éléphant était malade, il mangeait les selles d'un autre éléphant. C'était pas pour rien, c'était pour recoloniser de bonnes bactéries. Ça flore, tu sais. C'est un domaine qui est vraiment fascinant. Fait que là, c'est peut-être que c'est devenu à la mode aux États-Unis parce qu'ils ont fait beaucoup de découvertes en lien avec toutes sortes de choses, en lien avec la gestion du poids. Si tu prends le microbiote d'une souris obèse, puis tu l'inocules dans une souris mince... sans changer l'alimentation, la souris mince devient obèse. Et ils ont fait l'inverse aussi. Ils ont pris le microbiote d'une souris mince, inoculé dans une souris obèse qui a reçu des antibiotiques, donc elle est prête comme à recevoir. Et la souris obèse devient mince sans changer l'alimentation. C'est bon, OK. Fait que, tu sais, ça, c'est un des domaines. Le régime minceur, ça va être un microbiote. Bien, c'est sûr qu'après ça... Non, mais il faut quand même que l'alimentation est importante. Mais c'est une des pistes qu'ils découvrent, là. Mais tu sais, même, il y aurait du potentiel pour l'autisme, il y aurait du potentiel pour plein de choses. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de recherches de fait dans ce domaine-là. Mais ça revient à la diversité. Au respect du vivant, la diversité. Fait que c'est ça que ma grosse parenthèse pour revenir alimentation. Ça va avoir un lien avec l'autisme. Parce que moi, mon garçon est autiste. Fait que, mais en fait, aussi, je me suis posé la question à un moment donné, j'ai fait une recherche rapide et je sais qu'il y a plus de chances aussi par césarienne d'avoir un enfant autiste. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui fait j'avais pas vu ça, mais tu sais, si on revient à ce que je disais, que le microbiote se transmet par voie naturelle, tu sais, quand l'enfant est né par la voie vaginale, il avale complètement le microbiote de sa mère. Il passe comme juste à côté de l'anus. Puis d'ailleurs, dans le vagin de la mère, il y a plein de bactéries, là. Fait qu'il avale tout ça. Là. Puis même à cette heure, je ne sais pas s'ils l'ont fait pour tes enfants ou si c'est vraiment nouveau, mais quand il y a un bébé qui naît par voie césarienne à cette heure, il y a beaucoup d'hôpitaux qui vont prendre une serviette, nettoyer la vulve de la mère et badigeonner l'enfant avec ça pour lui donner le microbiote. Là. C'est pas quelque chose d'ésotérique. Là. C'est vraiment c'est scientifique là, ce qui a été découvert. Là. Fait que, c'est devenu un geste comme pour aider l'enfant à absorber le microbiote de la mère.
tout cas, ça doit être assez récent parce que mon garçon n'ont pas fait. Là. Ils l'ont pas fait. ouais. Mais ça, j'avais lu ça, que c'est comme un 30% de chance plus élevé. Tu sais, c'est pas automatique, là. Mais tu sais, mettons qu'un l'autisme, c'est 1 sur, je sais pas moi, 300, mettons, ça de même, je lance un chiffre à peu près, ben c'est un 30% de plus de chance par voie césarienne que voie vaginale. C'est quand même beaucoup, hein? Je sais pas si c'est un vrai chiffre, là, mais en fait, c'est rien de scientifique. Moi, j'ai fait une recherche Google et ça m'a écrit ça, là. Okay. J'ai pas lu un texte, là, de 50 pages qui parle de ça, là. Mais ouais, c'est ça que j'ai lu, fait que je vais être comme, bon, c'est intéressant à savoir, mais tu sais, mon garçon, ça va bien, là, je sais pas, mais c'est ça, on souhaite tous que nos enfants soient... fassent partie de la norme de la société, là, pour avoir une belle vie, là, mais... d'après moi, à cette heure que la pandémie est un peu derrière nous, ils vont recommencer les recherches sur ce sujet-là. Puis je pense que ça va évoluer très vite là, maintenant. Ouais. Puis ils vont peut-être faire des découvertes majeures qui vont peut-être aider beaucoup de gens avec ça. Puis peut-être aider la nature, tu sais, comme qu'on arrête d'essayer de tout contrôler, de tout tuer. Ouais. Tu sais, l'agriculture qui utilise beaucoup les IDE, là, les herbicides, insecticides, tu sais, c'est comme la guerre contre la planète. Ouais. On fait la guerre contre la terre, la guerre contre les plantes, la guerre contre... On est en train de tuer beaucoup, mais on veut pas tuer, on veut créer de la vie. On veut qu'on soit de plus en plus en vie, de plus en plus plein de vitalité, que... Tu sais, quand la nature va bien, ben l'être humain aussi va bien. Là. Fait qu'il faut apprendre à travailler autrement. Puis là, à cette heure qu'on apprend que il y a plein de bactéries, de virus et de champignons qui sont bons, qui travaillent avec nous pour qu'on aille mieux, ben ça change la perspective. T'sais, on va pas vouloir avoir une terre agricole qui est morte, qui est désinfectée. On l'a passé, comme pour tout tuer, pour commencer en neuf. On se rend pas service si on fait ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme ce que quand même les agriculteurs font de virer la terre, toi, j'imagine ça, il y a une utilité à ça quand même. Là. Je veux dire, ils ne peuvent pas juste planter par-dessus le sol qui n'est pas tourné. C'est un gros dossier, ça. Ah ouais? OK. Parce que j'ai beaucoup aimé les conférences. Il y en a que ça les intéresse. Là. Claude Bourguignon sur Internet, il y a beaucoup de conférences. Il est déjà venu au Québec. Okay. Et lui, il disait que c'était très culturel de labourer la terre. Okay. C'est que, comme il y a une flore dans le sol, et la flore va changer dépendamment des strates du sol. Fait qu'en surface, où est-ce qu'il y a de la lumière, où est-ce qu'il y a du soleil, il y a des sortes de bactéries, de virus, de champignons. Et si tu descends plus en profondeur, il y en a d'autres sortes qui tolèrent plus être à l'ombre, qui tolèrent moins la lumière, qui tolèrent qu'il y ait moins d'oxygène. Et plus tu descends en profondeur, plus ça change. OK. Puis là, au travers de ça, il y a aussi des vers de terre, des araignées, des crapauds. Il y a plein de vie dans un sol. Là. C'est plein. Là. Nous, quand on récolte nos patates à l'automne, on trouve des crapauds endormis, des bourdons endormis. Tu sais, comme il y a plein de vie dans le sol. Mais quand tu laboures, tu défais tout ça. Tu vires tout à l'envers et là, tu as changé quelque chose. OK. Fait que Claude Bourguignon travaille avec des agriculteurs en Europe pour trouver des techniques pour faire des grandes cultures sans labour. OK. De façon biologique, parce qu'au Québec, on le fait, même dans la Matapédie, on le fait des cultures sans labour, parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait beaucoup d'impact positif sur le sol. Sauf que là, la technique pour le faire, c'est avec le Roundup. Fait qu'on tue toutes les mauvaises herbes, puis on sème directement. Ah, OK. C'est le désherbage un peu le problème. Ouais. Là, fait que là, il y a des nouvelles machineries qui sont créées pour réussir à désherber. Mais sans avoir à labourer la terre, sans avoir à la retourner. Okay. On défait un peu, tu sais, comme c'est ça, toute la faune qui est dedans, et donc ça structure. Une terre qui est en santé, c'est une terre qui ressemble à du gâteau au chocolat. Ça sent bon, c'est plein de vie. Claude Bourguignon, pour évaluer la santé d'un sol, là, il va prendre une pelletée, il va regarder ça au microscope, là, puis plus qu'il voit de petites racines de plantes, plus qu'il voit de petits insectes, plus que ça veut dire que le sol est en santé. Plus qu'il y a de diversité, plus que ça veut dire que le sol est en santé. Mais quand on le travaille, qu'on le laboure, on crée pas on n'aide pas à ce que ça se diversifie et que ça aille bien.
Fait que comment on peut faire de l'agriculture à grande échelle sans labourer, puis sans utiliser de Roundup qui est pas bon pour le sol, qui est aussi une façon de tuer? Bien, c'est là-dessus que les chercheurs travaillent en agriculture beaucoup en Europe. Là. Mais ces conférences sont ultra intéressantes. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter. C'est un bon vulgarisateur. Faut toffer les 5 premières minutes parce qu'il est français. Fait après les 5 premières minutes, là, c'est passionnant. Quand tu oublies son accent. Oui, c'est ça. Là, c'est absolument passionnant. Une bonne façon de vulgariser puis d'expliquer pourquoi... on aurait un bel avenir à s'en aller vers le non-labour des sols. Nous, on l'applique pour nos jardins de légumes depuis plusieurs années. Puis je pense que ça fait partie de l'équation quand je dis qu'on a pu passer 6 semaines sans pluie puis que nos légumes, nos choux-fleurs, tout était super beau. Je pense que le sol devient beaucoup plus résilient parce que, veut pas, les champignons sont installés, les fourmis sont installées. Tu sais, comme les fourmis creusent des galeries, ça permet à l'eau de pénétrer dans le sol. Tu sais, on passe quand même la grelinette qui aère le sol, là, qui est comme une fourche avec des grosses dents. Fait qu'on a quand même ce petit travail-là du sol qui n'est pas très, très difficile. Là, mais fait que c'est à explorer comme technique d'agriculture. C'est ça, dans les autres personnes qui ont des idées un peu différentes de l'agriculture. J'ai vu aussi un moment, je sais pas si c'était une découverte ou de quoi de même, là, ou peut-être sur YouTube, ou peu importe. Puis c'est un monsieur qui, lui, avait des vaches, puis il disait que c'était carboneutre parce que ces vaches, ils se promenaient d'un endroit à l'autre dans le pâturage, puis il disait que ce qui consomme le plus en fait, ce qui régénère le plus l'oxygène, c'est des jeunes pousses. Fait qu'il dit quand ça s'en met à pousser, ben, c'est là que ça purifie plus l'air que des plantes qui sont déjà matures. Là. Fait qu'il dit, tu sais, en faisant promener ces vaches comme ça, ben, ça faisait que, dans le fond, ça cancellait comme bon, je suis pas sûr à quel point ça cancelle les émanations des vaches, mais en même temps, tu sais... mais il y a beaucoup de façons très intelligentes de faire d'élevage. J'essaie de me rappeler du nom du producteur aux États-Unis, mais où est-ce qu'il utilise ces animaux un après l'autre dans le pâturage en les déplaçant, puis chacun va produire un territoire qui est vraiment super positif pour le prochain. Là. Il y a comme une séquence, un nombre de jours qu'il laisse ses vaches sur le terrain, fait qu'ils vont pas complètement amener le terrain à nu ou l'abîmer. Après ce nombre de jours-là, il les déplace. Ensuite, il amène, je pense, les poules. Les poules vont manger les vers qui sont dans des vers de mouche qui sont dans les déjections des vaches. Puis là, un après l'autre, chaque animal va vraiment... Comme permaculture, mais animal. Oui, exactement. C'est une façon de réfléchir la séquence pour que ça fonctionne super bien. Joël Salatin, je pense. C'est peut-être ça son nom. Ouais. Alors, fait qu'il y a une façon de réfléchir pour créer un écosystème. C'est un peu ça notre but avec le potager enchanté. C'était pas juste de produire pour les marchés publics, pour les paniers. C'était aussi de créer un écosystème où est-ce qu'on voulait que la diversité se sente dans un petit paradis. Tu sais, les oiseaux, les papillons, des fois, avec les grandes cultures, là, je sais qu'il y a un problème. Il y a des... je ne suis pas les nouvelles en agriculture très assidûment, mais on m'a dit qu'il y avait peut-être des Chinois qui achetaient beaucoup des terres, puis que là, ils cultivaient de l'avoine ou de la monoculture de quelque chose jusqu'à la clôture. Puis là, ça fait que les animaux sauvages, la diversité d'insectes, n'ont plus de refuge nulle part. Si tu cultives d'un bout à l'autre du terrain juste de l'avoine, on va dire, il n'y a plus de fleurs. Fait que les abeilles, Nicolas Bélanger, qui est notre apiculteur, sa production de miel diminue d'année en année parce que là, il y a de plus en plus de ces terrains-là qui sont utilisés d'un bout à l'autre avec quelque chose qui ne fleurit pas. Puis là, comment tu veux, où est-ce que les abeilles vont manger? Sont où les fleurs sauvages, la verge d'or, le pissenlit? C'est des plantes importantes, là. Fait que là, on a de moins en moins ça à cause de ce type-là d'agriculture. Claude Bourguignon disait, pour faire une agriculture durable, ça prend l'équilibre agro-silvio-pastoral. Fait que ça veut dire, sur un même, on va dire, sur une petite superficie, on ne parle pas de la grandeur du Québec, mais sur une terre, on va dire, si tu as à la fois de la forêt, de l'agriculture et des pâturages, c'est une façon durable de nourrir une population. Parce que la présence des trois est importante.
Si tu dis, on va avoir une région que ça va être juste de la culture, juste du maïs, on va dire, blé. Puis une autre région qui est forestière. Puis une autre région que c'est des champs avec des pâturages, mais les 3 régions sont... C'est pas durable. Okay. C'est pas... Fait que les 3 vont s'entraider, comme on parlait de compagnonnage tantôt. Fait que ces 3 zones-là vont s'entraider pour qu'on puisse produire pendant longtemps des aliments pour les humains. OK. Intéressant. Avec un autre petit segment intéressant de Claude Bourguignon. Il va falloir aller le chercher, Claude Bourguignon. J'ai bien regretté quand il est venu au Québec, j'ai pas pu aller le voir. J'ai regretté de ne pas avoir pu... Il est sûrement venu l'été pendant que tout le monde est dans les champs. Voilà. Tu m'avais posé la question d'agricole. Oui, c'est ça. On peut le passer un peu vite. Okay. Parce que là présentement, c'est ça ton travail. Oui, c'est ça. Tu travailles pour Agricole, que c'est quand même assez récent. Je pense que c'est 4-5 ans après que ça existe. Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, ça fait 3 ans que je travaille pour eux. Ça, c'est une initiative d'une directrice d'école, l'école Louis de France, qui avait décidé de... Elle voulait que les enfants soient en contact avec la terre, avec les plantes, avec l'agriculture. Là, c'est là que c'est né, Agricole, à cet endroit-là. OK. Le concept est extraordinaire. Moi, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, c'est là que toute ma vie a fait du sens. D'un coup, toutes les expériences, les lectures que j'ai faites à gauche, à droite, tout s'est mis à coller ensemble pour faire « wow, c'est donc bien génial ». J'adore le concept. Dans le fond, là, pour faire un résumé de ce que c'est actuellement Agricole, quand Agricole arrive dans une école, c'est un investissement d'à peu près 80 000 $ qui est fait dans l'école. OK. Jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup le ministère d'Agriculture qui investissait là-dedans. OK. Parce qu'on le sait, l'agriculture ne va pas bien au Québec. Si on veut qu'il y ait plus d'agriculteurs... Oui, il faut les former. Il faut donner le goût. Donner le goût, oui. Donner le goût, donner la passion, tu sais. Alors là, du maternelle 4 ans jusqu'à 6e année, chaque niveau scolaire a une thématique. Fait que initiation à l'agroalimentaire, les animaux de la ferme, les légumes, les fleurs, les cultures ancestrales, donc les 3 sœurs qu'on a parlé tantôt, et la sériculture. Ensuite, les fines herbes, épices, les céréales et les légumes d'ailleurs. Okay. C'est les thématiques qu'il y a avec Agricole. Donc, à la fin de ces 8 années, l'enfant va avoir fait le tour de tout ça. Chaque classe a un jardin dehors où est-ce qu'il va cultiver des aliments, des plantes qui ont un rapport avec la thématique qu'il a vue. Chaque culture est pensée pour être récoltée à l'automne. Donc, en été, il y a un système d'irrigation automatique. Il y a des parents bénévoles qui viennent avec les enfants vérifier est-ce que le système fonctionne bien, désherber une fois ou deux en début d'été. Et les cultures sont récoltées à l'automne. Et là, à l'automne, ce qu'ils vont récolter va servir à faire des activités culinaires parce que ça continue tout l'hiver. Chaque classe va avoir 1 heure d'atelier par mois pendant toute l'année scolaire. OK. Fait qu'il va y avoir les semis au printemps, les récoltes en automne. Il y a certaines plantes qui vont devoir être semées d'avance, comme les fines herbes, par exemple, les fleurs qu'on va semer en avril, mai, les courges. Et chaque classe qui en a besoin va avoir une étagère à lumière. En tout cas, dans les écoles, on fournit des petites étagères à lumière. Mais pendant toute l'année scolaire, on fait des activités. Fait que chaque classe fait minimum une activité culinaire. OK. Fait que, par exemple, ceux qui font la thématique des fines herbes et des épices vont faire des biscuits en pain d'épices au mois de décembre. Ah, wow. Les deuxièmes années qui font les fleurs vont faire une tisane florale, un moment donné, puis un autre moment donné, vont faire des bartendes florales avec les fleurs qu'ils ont faites sécher eux-mêmes. Ils vont le mettre dans leur recette de bartende avec du miel, parce que leur thématique touche aussi le miel. OK. Ceux qui font les céréales vont moudre les grains, montrer comment on fait de la farine, mélanger ça avec de la farine pour faire du pain. Fait que leur activité culinaire, c'est de faire du pain. OK. Les premières années, on récoltait des carottes. Et là, on va faire des omelettes aux légumes avec les carottes et d'autres légumes qu'on achète. Fait que chaque élève va faire une omelette qu'il va faire cuire au micro-ondes. Il y en a qui arrivent au cégep qui ne savent pas faire d'omelette. Hein? Oui. Fait qu'ils apprennent à utiliser un couteau. Ils apprennent à cuisiner. Avec chaque classe, on va faire un atelier sur les métiers agroalimentaires. Fait que les 2e années vont voir le métier d'apiculteur. Les 5e années vont voir le métier de boulanger. Les 3e années ou 4e années, le métier d'épicier. Fait que c'est vraiment, ça touche à tout. Et chaque niveau va avoir
un magazine avec toutes les recettes, les trucs pour les semis, le désherbage. On va parler d'environnement, de saines habitudes de vie, d'alimentation. Fait que manger en pleine conscience. Fait que là, j'apporte des dégustations. Par exemple, 5e année, plein de sortes de pains du monde. Des pains nanes, des baguettes, toutes sortes de pains qui viennent de plein de régions dans le monde. Mais là, c'est pas comme manger le pain, là. Là, ils ont à remplir dans leur magazine. C'est quoi la texture? Est-ce que c'est croquant, croustillant, tendre, élastique? Qu'est-ce que ça sent? Est-ce que c'est mou? Est-ce que... Tu sais, pour vraiment manger en pleine conscience, goûter les vrais aliments, savoir apprécier, puis sortir du fast-food, tu sais, de manger vite, puis sans goûter vraiment, tout est sucré, gras, salé, mais vraiment y aller en goûtant. Fait que... Puis il y a beaucoup d'ateliers de contact avec la nature, d'observation des oiseaux, on parle des insectes. Fait que on voit vraiment beaucoup de choses dans ce programme-là, puis les élèves sont fascinés. Ouais. J'avais lu des livres qui disaient que de nos jours, il y a beaucoup d'enfants qui sont dénaturés parce qu'ils sont plus en contact avec la nature. Il y a des élèves en ville qui n'ont jamais été dans leur forêt de leur vie. Ben oui. Mais dès qu'on les remet un peu en contact avec la nature et la forêt, on dirait que ça revient naturellement. Ouais. Tout d'un coup, là je les vois dans la récréation après, là, puis là, je les vois ramasser des samards d'érable ou trouver des insectes, puis ils viennent me montrer ça, ça les éveille. Puis là, on voit le plus merveilleux des enfants qui réapparaît, puis... Oui, c'est un programme qui est vraiment, vraiment bien fait. Ah ouais? J'ai beaucoup de plaisir. Là, c'est-tu voué à grandir agricole ou y a-t-il une expansion qui se fait régulièrement? C'est l'objectif. J'imagine qu'au départ, c'était plus expérimental. Oui, c'est ça, c'est expérimental. Tu considérais que c'est encore expérimental? Ça devient de plus en plus solide, je trouve. Oui, okay. C'est ça. On a commencé avec les écoles Lac-aux-Saumons et Saint-Rosaire. C'était parmi les premières écoles au Québec. OK. Il y a eu Saint-Léandre, Saint-Moïse, Baie-des-Sables, du Rocher d'Auteuil qui se sont ajoutés. OK. Et là, il y a encore de l'expansion, fait qu'il y a de la place pour des nouvelles écoles pour participer. Fait qu'il faut faire la demande pour être accepté. Mais la condition une des conditions pour être accepté comme école agricole, c'est que il faut que tous les enseignants de l'école acceptent d'embarquer dans le projet. Il ne pourrait pas avoir un enseignant d'une école qui dit « Ah ben moi, mon horaire est trop chargé, je ne peux pas donner 1 heure par mois pour le programme agricole. » Fait qu'à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment qu'il y ait un engagement de toute l'école au complet. Okay. S'il y a un engagement de la communauté autour, c'est un facteur positif qui va faire que l'école a plus de chances d'être acceptée. Parce que quand il y a des activités culinaires ou de semis, on invite les parents à venir dans l'école. Okay. D'ailleurs, j'ai entendu dernièrement à Radio-Canada que c'était un des facteurs d'épanouissement des enfants à l'école quand les parents s'impliquent dans l'école. Fait que là, Agricole ouvre la porte souvent régulièrement pour que les parents viennent donner un coup de main dans les activités. Et il faut qu'il y ait un agroéducateur qui soit présent sur le territoire. Fait que présentement, en Gaspésie, par exemple, il n'y en a pas. Fait que, malheureusement, les écoles de la Gaspésie n'ont pas encore accès à Agricole parce qu'il n'y a pas d'agroéducateur sur le territoire. Okay. Bon, moi, pour la Matapédia, je suis disponible. J'ai une collègue qui vient d'être engagée à Rimouski, qui fait aussi Matane. Fait qu'il y a encore du potentiel pour ici. OK. Ah, ben c'est le fun. Là. En tout cas, j'espère vraiment que ça va continuer, puis, parce que je trouve ça vraiment intéressant, là, parce que justement, comme on disait, il n'y a pas beaucoup de relève dans l'agriculture. Ça valorise beaucoup les enfants qui viennent du milieu agricole, qui étaient dévalorisés avant. À la limite, pour les autres, ça peut... on parlait d'autonomie alimentaire, ça peut les pousser juste à avoir un jardin. Ils sortent après leurs 8 ans de primaire, là, ils sortent, là, puis ils sont capables de cuisiner, ils sont capables de faire pousser un jardin, ils sont capables de conserver les aliments, ils en savent plus que bien des adultes. Là. Ben oui. Fait que, oui, juste ça, c'est déjà un gros... une grosse victoire. J'avais win dans la tête. Là. Un gros win. C'est une grande victoire, juste ça. Là. Fait que si ça peut juste aller vers ça, ça serait déjà pas pire. Fait que, en tout cas, on va espérer que ça aille très loin. Puis là, je continuerai, mais on s'en va faire un tournage. Fait que il va falloir que je parte. Oui. Puis merci beaucoup d'être venu. Hey, ça me fait vraiment plaisir. On a quand même fait un bon temps. Fait que c'est pas trop stressant. 1h44. Fait que, génial. Fait que merci beaucoup. Puis de toute façon, on va se recroiser en masse. Oui. Mais sinon, pour Agricole, dans le fond, toi,
on va pas dire aux gens qui nous écoutent de dire faites rentrer à agricole parce que j'imagine que c'est pas nécessairement les parents. Ben, c'est sûr si tes parents montrent un intérêt. Oui, les parents pourraient en parler à leur conseil d'établissement, aux enseignants, aux directions de leur école. Oui, parce que c'est l'implication des parents dans ce projet-là peut faire que le projet peut être accepté pour l'école. Ça peut aider. C'est la raison pourquoi ça a été accepté pour Cause-Abscal et la Cause-Saumon. C'est que les maires faisaient partie de la demande. Les maires poussaient pour dire hey, ça serait le fun qu'on ait agricole dans nos écoles. Bon. Puis, fait que, tu sais, fait que les parents. Les mères qui nous écoutent, ou les parents, là, pas juste les mères, les pères aussi. Moi, je m'implique beaucoup avec ma fille. C'est pas que les mères. Mais donc, les parents qui veulent s'impliquer, dans le fond, peuvent aller parler à leur école et suggérer agricole. Oui. Fait qu'on espère que ça va faire des petits un petit peu. Oui. Ceux-là qui sont rendus jusqu'à la fin du podcast vont peut-être. Oui. Fait que, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Merci.